En l'an 317, il y avait une nation prospère appelée Pars. Lorsque leur allié, le royaume de Mariam, a été envahi par une autre force, Pars a envoyé une armée de 300 000 soldats pour les soutenir. L'armée envahissante a été massacrée sur le champ de bataille, et c'est pendant cette période que j'ai rencontré Arslan, le prince de Pars. Il était formé par un vieux maître d'armes nommé Varys, qui était aussi le grand vizir de Pars. Arslan se demandait pourquoi Varys n'était pas allé à la guerre avec son père, ce à quoi Varys a répondu que son devoir était de protéger le palais principal, car le royaume de l'Est cherchait également une opportunité pour attaquer. Arslan a ensuite demandé pourquoi Varys, étant si occupé, prenait encore le temps de l'entraîner à l'escrime chaque jour. Varys a expliqué que, comme Arslan n'avait jamais participé à une vraie bataille, il devait être préparé pour le moment inévitable où cela arriverait. Plus tard, Arslan est allé rencontrer les soldats et la reine. La reine a prononcé un discours devant les troupes, puis est parti. Arslan l'a suivi et a promis qu'il s'efforcerait de devenir un dirigeant comme son père. Cependant, il était clair que la reine avait peu d'intérêt pour Arslan. Par la suite, Arslan a rencontré deux faucons et Kishard, le capitaine de la garde royale. Kishard était revenu pour rapporter que la bataille avait été résolue et que le roi était en route pour rentrer. Le roi est bientôt arrivé dans la capitale, accompagné de sa cavalerie et de deux autres capitaines chevaliers, Carlan et Cubard. La rumeur disait que la cicatrice sur l'œil gauche de Cubard avait été causée par un dragon. 3 jeunes garçons regardant la scène rêvaient de rejoindre un jour les chevaliers pour protéger le roi. Cependant, tout le monde savait à quel point le roi était fort. Après tout, il avait tué un lion tout seul à l'âge de 13 ans. Les citoyens ont également vu le roi ramener des prisonniers de guerre. Ces prisonniers venaient d'une nation qui plaçait leur dieu au-dessus de tout en faisant un état théocratique. Les habitants de Pars ne comprenaient pas pourquoi la nation théocratique enrôlerait même des enfants dans leur armée. Arslan est allé personnellement saluer son père, mais le roi, confiant dans sa propre invincibilité, l'a éconduit. À ce stade, il est devenu clair pourquoi Arslan était traité froidement. Il était simplement trop faible. Déterminé à en savoir plus sur le monde extérieur, Arslan s'aventura secrètement dans le marché pour trouver les prisonniers théocratiques. Cependant, dès qu'il s'est approché d'eux, il a été attaqué, ce qui l'a obligé à trouver une autre voie. Entre-temps, le même groupe de jeunes garçons de tout à l'heure a confronté un enfant prisonnier de la nation théocratique. À leur insu, le garçon avait caché un couteau dans sa chaussure. Alors qu'Arslan passait avec ses gardes, il a entendu les cris du garçon appelant à l'aide. Le jeune prisonnier a soudainement attaqué le garde du corps d'Arslan et a pris un des garçons en otage. Quand Arslan lui a demandé de libérer le garçon, le prisonnier a plutôt pris Arslan lui-même comme otage de remplacement. En entendant parler de l'incident par un marchand d'esclaves, les soldats se sont immédiatement lancés à la poursuite pour secourir le prince. En chemin, ils ont passé par l'écurie de Darium, un capitaine de cavalerie, pour l'informer de la situation. Le jeune prisonnier a finalement été coincé et a décidé de s'échapper en sautant sur un étal voisin, emmenant Arslan avec lui. Les deux se sont retrouvés sur un toit où ils ont rencontré une girafe par hasard. Surpris, le prisonnier a failli tomber, mais Arslan a réussi à le rattraper. Malgré lui avoir sauvé la vie, Arslan est resté son otage. Le jeune prisonnier a vite réalisé que Pars était une nation incroyablement riche. Arslan a expliqué que Pars était réputé comme un centre de commerce. C'est pourquoi il n'y avait ni faim ni pauvreté. Ils ont continué à se déplacer sur les toits et Arslan a demandé pourquoi le garçon n'avait pas choisi de devenir esclave, car cela lui fournirait au moins une vie stable. Le garçon a rétorqué que sa patrie n'était pas appauvrie à ce point. Il avait rejoint l'armée pour servir son dieu qui enseignait que tous les êtres humains étaient égaux. Pour lui, les habitants de Pars n'étaient rien de plus que des hérétiques parce qu'ils pratiquaient l'esclavage, ce qui dégradait la dignité humaine. Il croyait que si tous les gens se consacraient à Dieu, il n'y aurait plus de guerre. Les deux ont rapidement été forcés de fuir à nouveau, alors que les soldats les poursuivaient. Pendant ce temps, le roi a rencontré la reine, et il était évident qu'il n'y avait pas de véritable affection entre eux. Quant à Arslan et le jeune prisonnier, ils ont fini par être acculés par les soldats. Cependant, le prisonnier a entraîné Arslan avec lui et a sauté du mur de la ville, plongeant dans le fossé en contrebas. Les habitants de la ville les ont sauvés, mais le prisonnier a rapidement attrapé un cheval à proximité et s'est enfui. Darium voulait abattre le jeune prisonnier, mais Arslan s'est précipité pour l'en empêcher, ce qui l'a fait manquer. Quand Darium a plus tard confronté Arslan sur pourquoi il était intervenu, Arslan lui-même ne savait pas, alors Darium a simplement prétendu qu'il avait une mauvaise visée. Les 3 garçons ont ensuite été amenés pour être punis d'avoir mis Arslan en danger, et leurs familles ont proposé de prendre la punition à leur place.
Cependant, Arslan les a pardonnés, inspirant les 3 garçons à se dédier à devenir cavaliers pour pouvoir le servir en tant que gardes à l'avenir. Arslan a commencé à réaliser que les gens de la nation théocratique étaient différents de ce qu'il avait appris. Il voulait avoir une autre occasion de leur parler, mais ensuite, il a découvert que le marchand d'esclaves avait tué tous les prisonniers restants parce qu'ils avaient refusé de se soumettre. Quand Arslan est revenu, il ne comprenait pas pourquoi ces gens avaient refusé de devenir esclaves. Mais Darium l'a assuré qu'un jour, si Arslan devenait roi, il l'emmènerait rencontrer quelqu'un qui pourrait répondre à toutes ces questions. Cependant, Arslan pensait que le règne de son père était encore fort et n'avait pas envisagé de monter sur le trône. Pourtant, 3 ans plus tard, Mariam est tombée sous la domination de la nation théocratique, et la guerre s'est rapidement propagée à Pars. À l'âge de 14 ans, Arslan s'est rendu lui-même sur le champ de bataille. Que s'était-il passé? Revenons un peu en arrière dans le temps. Malgré 3 années d'entraînement avec Varys, l'escrime d'Arslan ne s'était pas beaucoup amélioré. Il savait que Varys voulait l'encourager, mais il n'arrivait pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Il pensait qu'il manquait d'expérience réelle de bataille. Mais Varys croyait qu'aucune nation ne serait assez folle pour commencer une guerre avec Pars. Soudainement, Varys reçut une lettre du roi et il fut visiblement choqué. Il semblait que la guerre avait effectivement commencé. Peu de temps après, l'armée théocratique écrasa Marium et avança progressivement dans Pars. Le roi mena personnellement son armée au combat et Arslan le rejoignit. Sur le champ de bataille, Carlen remarqua qu'Arslan semblait anxieux et le rassura en lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Non seulement le roi était présent, mais même Varys était venu se battre avec tous les capitaines chevaliers et plus de 200 000 soldats. En plus de cela, ils avaient l'avantage de se battre chez eux. Cependant, Arslan ne comprenait toujours pas comment la nation théocratique avait réussi à prendre Marium. Juste à ce moment-là, un faucon en patrouille est revenu et Arslan a remarqué que ses ailes étaient mouillées. Carlen a décidé d'aller en éclaireur car il n'était pas sûr qu'il pleuvrait. Les 3 garçons d'avant étaient maintenant devenus des soldats et servèrent dans l'armée. Ils ont suivi Arslan sur les lignes de front, ayant juré de le protéger de leur vie après qu'il les ait épargnés il y a 3 ans. Cependant, Arslan voulait que tout le monde survive et rentre chez soi. Varys s'est approché plus tard d'Arslan, lui conseillant de ne pas s'éloigner trop et de rester près du camp. Cependant, Arslan était préoccupé par le brouillard épais couvrant le champ de bataille. Varys restait confiant que le roi ne serait jamais vaincu et suggéra à Arslan de se déplacer un peu pour se changer les idées. Soudain, un soldat est arrivé, appelant Varys, alors que le roi et Darun se disputaient. Comme Darun était le neveu de Varys, il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir. Le roi était furieux parce que Darun l'avait exhorté à se retirer. En étant un homme sage, Darun a trouvé suspect que l'armée théocratique les attendait sur les plaines, où Pars aurait dû avoir l'avantage. De plus, le brouillard épais gênait considérablement leurs forces alliées. Cela a poussé Darun à soupçonner que l'ennemi avait tendu un piège, alors il a supplié le roi de considérer un retrait pour assurer leur sécurité. Le roi refusait de croire que la nation théocratique connaissait Pars aussi bien, mais Darun soupçonnait qu'ils avaient un espion ou que des prisonniers évadés avaient révélé des informations sur le pays. Cependant, le roi a rejeté les paroles de Darun comme étant sans fondement et absurdes. En conséquence, il a retiré à Darun son titre de capitaine chevalier et l'a expulsé. Il a ensuite exigé de savoir pourquoi Arslan était même là. Varys est intervenu et a giflé son neveu pour avoir osé discuter avec le roi. Il a ensuite supplié le roi de pardonner à Darun, et Darun a également incliné la tête pour s'excuser. À contre-cœur, le roi a donné à Darun une chance de se racheter en le plaçant dans la formation principale de bataille. En partant, Darun s'est excusé auprès d'Arslan de l'avoir inquiété. Cependant, même Carlen avait hésité à propos de cette question. C'est pourquoi Darun avait pris l'initiative de parler au roi, pleinement conscient qu'il serait puni pour cela. Arslan a ensuite été rappelé à sa position, tandis que Darun remarquait que le roi semblait quelque peu indifférent envers Arslan. Varys conseilla à son neveu de réfléchir attentivement avant de parler, étant donné sa nature sanguine. Il demanda alors à Darun si Arslan ressemblait à la reine ou au roi, ce à quoi Darun répondit qu'Arslan tenait de sa mère. Varys semblait réfléchir à quelque chose et a demandé à Darun de prêter allégeance à Arslan quoi qu'il arrive. Darun a juré sur son épée, ce qui a rassuré Varys. Immédiatement après, le signal d'attaque a été donné. Le roi a mené son armée sur les plaines et Carlen a rapporté que la zone en avant avait été soigneusement explorée. Les forces ennemies étaient 2 fois plus petites et positionnées à 250 mètres devant eux. Le roi a alors crié son cri de guerre et a chargé en avant avec ses soldats. L'armée théocratique les attendait avec un sourire triomphant. Les forces parsiennes sont immédiatement tombées dans un ravin que l'armée théocratique avait secrètement creusé à l'avance. Alors que les soldats tombaient, ils réalisèrent
que la fosse était remplie d'huile. Sans hésitation, l'armée théocratique fit pleuvoir des flèches enflammées, engloutissant dans les flammes ceux piégés en bas. L'armée parsienne plongea rapidement dans le chaos. Profitant du désordre, les forces théocratiques déployèrent leurs archers montés sur tours et lancèrent une pluie incessante de flèches. Après avoir subi d'énormes pertes, l'armée théocratique a avancé pour un combat rapproché. Arslan a été forcé de fuir tandis que les 3 jeunes soldats, qui lui avaient jadis juré fidélité, se lançaient dans la bataille. Arslan a rencontré un soldat ennemi qui l'a fait tomber de son cheval. Il a brisé l'arme de l'ennemi et a ensuite planté la lance brisée dans le cheval du soldat, le faisant tomber avant de porter le coup de grâce. C'était la première fois qu'Arslan tuait quelqu'un, ce qui le laissait complètement bouleversé. Il appelait ses plus proches alliés, mais il n'y avait que des cadavres autour de lui. Puis il vit que l'un des 3 jeunes soldats, qui avait juré de le protéger, était mort. Pendant ce temps, Darun cherchait Arslan. Apercevant un soldat ennemi ramassant le casque d'Arslan, il se précipita pour l'interroger. Arslan, cependant, s'est retrouvé face à face avec Karlen et a rapidement réalisé qu'il était un traître en le voyant aux côtés de l'armée théocratique. Le roi, ayant entendu que Karlen avait disparu, ordonna à ses hommes de le chercher. Pendant ce temps, Karlen attaquait sans relâche Arslan, affirmant que le garçon n'avait rien fait de mal, mais qu'il était simplement condamné par les marées changeantes du destin. Juste au moment où Karlen allait frapper, Darun est arrivé, chargeant dans les rangs ennemis pour sauver Arslan. Plus tôt, Varys avait demandé à Darun de trouver et de protéger Arslan, lui assurant qu'il en prendrait la responsabilité si le roi le punissait pour cela. Ainsi, la première bataille d'Arslan s'était transformée en cauchemar. Darun se rendit également compte que Karlen les avait trahis et l'avait délibérément envoyé faire un rapport au roi, uniquement pour que le roi le dépouille de son titre. Karlen a admis que Darun était un guerrier exceptionnel, c'est pourquoi il devait affaiblir son influence. Il avait initialement l'intention de renverser le roi et de transformer Pars en une nation avec une nouvelle idéologie. Karlen a ensuite décidé de se retirer et Darun, incapable de le poursuivre, est resté pour protéger Arslan. Pendant ce temps, Varys a convaincu le roi de se retirer. Cependant, les espions de Karlen ont saboté la retraite en tuant le messager et en répandant de fausses informations sur le roi. L'évasion. Cela a brisé la confiance des soldats envers leur souverain et anéanti leur morale. Cubard, considéré le roi comme un lâche, a choisi de l'abandonner, tandis qu'un autre commandant, Shapur, bien que furieux, croyait que le roi se retirait simplement vers la capitale et a exhorté tout le monde à se regrouper là-bas. Les deux se sont disputés et se sont même défiés, mais avec l'ennemi qui avançait encore, ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre d'abord et de régler leurs différends plus tard. En une seule journée, la fière armée de Pars a subi une défaite dévastatrice. Alors que le roi et Varèse se retiraient, ils ont été pris en embuscade et frappés par une pluie de flèches ennemies. Le commandant de l'armée théocratique, Masque d'Argent, est apparu et a félicité Karlen pour avoir prédit avec précision l'itinéraire de retraite du roi. Varèse a mené ses soldats dans une charge désespérée pour ouvrir un chemin pour le roi. Bien qu'il ait combattu vaillamment, il a finalement été tué d'un seul coup par Masque d'Argent. Le roi, désespéré de connaître l'identité de son attaquant, a appris que Masque d'Argent lui en voulait profondément depuis 16 ans. Pendant ce temps, Darun a donné son cheval à Arslan, expliquant qu'il était exceptionnellement rapide et assurerait la sécurité d'Arslan en cas de problème. Darun montrait un autre cheval à la place. En voyageant, ils ont rencontré un soldat parthe et l'ont secouru en lui demandant quelle était la situation. Ils ont appris que de nombreux officiers de haut rang étaient tombés et que le roi s'était retiré sans informer l'armée, ce qui a causé une perte de morale chez les soldats. Arslan s'inquiétait pour la sécurité du roi, mais Darun le rassura en disant qu'avec Varès à ses côtés, le roi serait en sécurité. Pendant ce temps, les forces parthes émergèrent de derrière un mur de feu pour attaquer la forteresse de la nation théocratique. Cependant, il s'agissait simplement de leur dernière contre-attaque désespérée. À ce moment-là, 2 commandants de l'armée théocratique ont commencé à se demander s'ils étaient vraiment choisis par Dieu, se rappelant comment ils avaient brûlé des enfants et des nourrissons vivants pendant la bataille de Mérion. Ils se demandaient si le divin bénirait de telles actions. C'est alors que la nouvelle arriva que le roi de Pars avait été exécuté. Pendant ce temps, Darun décida d'emmener Arslan à la rencontre de Narsès, un ami qu'il avait prévu pour Arslan de rencontrer auparavant. Narsès était autrefois membre du conseil de Pars, mais le roi l'a exilé pour avoir préconisé des solutions sans effusion de sang à la guerre. Comme le roi n'était pas d'accord, Narsès a été contraint de vivre en retrait dans les montagnes.
Alors qu'ils approchaient, ils ont été soudainement attaqués et forcés de battre en retraite. Cependant, lorsque Darun a pris la parole, leur agresseur s'est révélé. C'était Elam, l'apprenti de Narsès. Elam les a ensuite conduits à la demeure de Narsès. Darun appela Narsès, qui sortit bientôt pour les saluer. Narsès fit remarquer que Darun avait interrompu sa peinture, mais Darun y voyait une bénédiction, étant donné à quel point les œuvres de Narsès étaient terribles malgré sa passion. Darun a ensuite présenté Arslan à Narsès, mais Narsès s'est qualifié de simple ermite indigne de l'attention du prince. Il a ensuite demandé à Elam de préparer le dîner pour leurs invités. Arslan a été surpris par la peinture atroce de Narsès. Pendant le dîner, Darun a noté que cela faisait 3 ans depuis que Narsès avait quitté Pars. Il en a profité pour raconter à Arslan les réalisations passées de Narsès. 5 ans auparavant, 3 nations alliées avaient tenté d'envahir le Par. Le père de Narsès était décédé, faisant de lui le nouveau seigneur. Lorsqu'il rencontra le roi, celui-ci lui demanda où étaient ses troupes. Narsès expliqua qu'il avait libéré tous les esclaves de son domaine, réduisant ainsi son armée. Cependant, il a affirmé avoir un plan pour vaincre les 3 nations sans nécessiter aucun soldat du roi. Le roi a décidé de lui faire confiance, et peu après, des rapports sont arrivés indiquant que les 3 nations alliées s'étaient retournées les unes contre les autres et que l'alliance s'était effondrée. Quand Arslan a demandé comment il avait fait, Narsès a expliqué qu'il avait libéré des prisonniers de guerre de l'une des 3 nations et répandu des rumeurs selon lesquelles leur pays avait trahi l'alliance. Les rumeurs ont augmenté et causé de la méfiance parmi les alliés, menant à un conflit interne. Pendant ce temps, Pars a profité de la situation et écrasé les 3. À cause de cette intelligence, Darun voulait que Narsès soit le stratège d'Arslan. Cependant, Narsès a affirmé qu'il avait perdu tout intérêt pour la guerre. Frustré, Darun s'est disputé avec lui. Après avoir entendu la situation, Narsès a réalisé que les tactiques de l'ennemi indiquaient un cerveau très intelligent derrière elle. Cependant, il n'aimait toujours pas Par tant que l'esclavage y existait. Il avait précédemment proposé d'abolir l'esclavage, ce qui avait conduit le roi à le mépriser. Arslan a fait remarquer que si tel était le cas, alors lui et Darun étaient également détestés par le roi pour des raisons similaires. En entendant cela, Narsès a acquis une nouvelle compréhension et a accepté de soutenir Arslan. Cette nuit-là, après qu'Arslan soit allé se coucher, Darun et Narsès ont continué leur conversation. Narsès constata que le roi avait trop confiance en sa propre force, ce qui l'a amené à sous-estimer l'importance de la stratégie. Darun espérait qu'Arslan ne suivrait pas les traces de son père. Il trouvait aussi étrange qu'Arslan ait été négligé par ses propres parents. Avec la trahison de Karlen, Arslan était plus consumé par le chagrin que par la colère, et l'oncle de Darun devait le sentir aussi, c'est pourquoi il a fait jurer loyauté à Arslan. Le lendemain matin, Arslan s'est réveillé et a vu Narsès peindre à nouveau. Il est allé voir Elam pour savoir s'il pouvait aider, mais Elam lui a dit que ne pas interférer et ne pas gâcher les choses serait suffisant. Arslan a alors demandé pourquoi Elam, malgré le fait que ses 2 parents soient libres, choisissait toujours de servir Narsès. Elam a répondu que c'était sa propre décision. Se souvenant du jeune prisonnier qu'il avait rencontré par le passé, Arslan était encore plus convaincu que l'abolition de l'esclavage était la bonne chose à faire. À ce moment-là, ils découvrirent que les hommes de Karlen étaient arrivés. Narsès demanda quel itinéraire Darun avait emprunté pour arriver là, réalisant rapidement que Darun avait délibérément traversé le territoire de Karlen, exposant ainsi l'emplacement de Narsès pour le forcer à entrer dans ce conflit. Darun, cependant, ne voyait pas d'autre option maintenant. Narsès est sorti pour rencontrer les hommes de Karlen, qui, en le reconnaissant, ont dit que Karlen souhaitait le recruter. Il cherchait également Arslan et Darun. Narsès a demandé des nouvelles du général Varys, et ils ont faussement affirmé que Varys avait tenté de convaincre l'armée de se rendre et avait été exécuté pour cela. Narsès refusa leur offre puis activa un piège, les faisant tous tomber dans une fosse. Se tournant vers Darion, Narsès demanda comment il voulait s'occuper d'eux, ressentant la colère de Darion face à la mort de Varys. Arslan était profondément attristé par la perte de son mentor, mais Narsès a décidé qu'il prendrait d'abord le petit déjeuner et réfléchirait plus tard. Pendant le repas, Narsès a soudainement jeté une assiette, faisant tomber les captifs qui avaient essayé de grimper en s'empilant. Darion, toujours en deuil, n'avait pas d'appétit, et Narsès a remarqué que grâce à Darion, il devait maintenant trouver un nouvel endroit où séjourner. À ce moment-là, Arslan prit une décision. Il dit à Narsès que s'il rejoignait sa cause, il serait récompensé non pas par la richesse ou le statut, car cela ne gagnerait pas la loyauté de Narsès, mais par ce qu'il désirait le plus. Quand Arslan deviendrait roi, il nommerait Narsès peintre de la cour royale. Narsès, amusé et convaincu, fit remarquer qu'Arslan n'était en rien un ignorant en art comme un brute tel que Darion.
Darion, cependant, croyait que faire de Narsès un peintre serait une tâche sur l'art de la nation. Mais Arslan a expliqué qu'il préférait que Narsès le peigne plutôt que de laisser la nation théocratique peindre son portrait commémoratif. Avant d'accepter, Narsès voulait savoir si Arslan était prêt à aller contre son propre père pour l'accepter. Arslan a affirmé sa détermination et avec cela, Narsès a promis sa loyauté. Elam a également choisi de suivre Narsès, mais Narsès lui a ordonné de préparer les chevaux et les provisions, déclarant qu'un ami marchand au port lui fournirait du travail. Cependant, Elam, se sentant redevable envers Narsès, a refusé de partir. Narsès pensait qu'Elam était encore trop jeune, mais en vérité, Elam gérait la plupart des tâches ménagères mieux que lui. Arslan, qui aimait beaucoup la cuisine d'Elam, voulait aussi qu'il reste, et Darion était d'accord. Il a noté qu'Arslan n'avait jamais eu de véritable ami auparavant et espérait qu'Elam serait un bon compagnon pour lui. Une fois qu'ils étaient entièrement préparés, le groupe s'est mis en route. Pendant ce temps, les hommes de Carlan sont finalement sortis du fossé, seulement pour découvrir que leurs chevaux et provisions avaient été volés. Pourtant, ils pensaient que le groupe d'Arslan ne pourrait pas quitter la montagne puisque leurs forces étaient stationnées en bas. Cependant, Arslan et son groupe se cachaient déjà dans une grotte attendant que l'ennemi descende la montagne. Narsès comprit qu'Arslan était préoccupé par la capitale, mais descendre maintenant signifiait une confrontation inévitable avec Carlan. La meilleure chose à faire était d'attendre qu'il parte. Narsès a ensuite élaboré un plan pour attirer les troupes de Carlan dans une zone qu'il avait préparée. Il a souligné qu'une stratégie appropriée doit être celle qu'un guerrier le plus faible pourrait exécuter et obtenir la victoire. La confiance excessive et la force en ignorant la stratégie ne mèneraient qu'à un désastre, tout comme la bataille sur les plaines qu'Arslan n'oublierait jamais. Le roi n'avait jamais perdu de bataille auparavant, ce qui le rendait arrogant et le poussait à voir la guerre comme solution à chaque problème. Si Arslan était comme son père, il partirait à tout moment. Narsès a également averti Darion de ne pas tuer Carlan s'il le rencontrait, car il soupçonnait Carlan de détenir un secret important. Pendant ce temps, Kishwash, qui surveillait la frontière, remarqua que l'aigle qu'il avait confié à Arslan était revenu. Un capitaine de cavalerie nommé Balman arriva alors pour informer Kishwash de la défaite du roi et que le Saint-Royaume avançait maintenant vers la capitale. À ce moment-là, le Royaume Saint avait déjà entouré la capitale, la forçant à fermer ses portes et à se défendre. Cependant, le grand prêtre du Royaume Saint, Bodan, amena le capitaine de cavalerie Shapur devant les soldats, ayant l'intention de le punir pour montrer le châtiment divin au peuple de Pars. Bodan a ensuite rassemblé ses troupes pour les encourager, mais Shapur a déclaré qu'il n'était pas un hérétique et qu'il avait sa propre foi. Il préférerait mourir plutôt que de se soumettre à leur dieu misérable. Alors que Shapur était continuellement battu, il a crié à ses camarades soldats, leur demandant de lui tirer des flèches, car il préférait mourir de la main de ses camarades que de ces bêtes barbares. Cependant, aucune flèche ne pouvait l'atteindre. À ce moment-là, un archer se tenant au sommet d'une tour a tiré une flèche directement dans la tête de Shapur, lui accordant la libération. La reine a remarqué cet archer et a ordonné à ses serviteurs de le lui amener. Entre-temps, l'armée sainte a commencé son assaut, installant des échelles pour escalader les murs et déployant des tours de siège pour contre-attaquer. La reine a ensuite rencontré l'archer, qui s'est présenté comme Djiav, un musicien itinérant. Il a affirmé avoir de nombreux talents et s'est vanté que ses compétences en tir à l'arc étaient à la hauteur de celles des plus proches serviteurs de la reine. Cependant, une des domestiques a accusé Djiav d'être un imposteur, révélant qu'il l'avait précédemment trompé en lui faisant croire qu'il était un prince. Djiav, cependant, avait sa propre façon d'expliquer, et la reine, comprenant son raisonnement, ne l'a pas puni pour avoir tué Shapur. Au lieu de cela, elle a souhaité voir son talent musical. Djiav a ensuite interprété une chanson mêlant musique et narration. Impressionnée, la reine le récompensa avec 200 pièces d'or, en déduisant quelques-unes comme punition pour sa tromperie. Pendant ce temps, Narsès a déduit que la capitale avait dû être attaquée, mais ses murs étaient trop solides pour être brisés de l'extérieur. La seule façon de la faire tomber était par le sabotage interne, et le Saint-Royaume avait une méthode pour cela. Ils ont commencé à chanter, appelant les esclaves à l'intérieur de la capitale à se soulever. Bientôt, les esclaves ont commencé à se rebeller en masse pour saisir leur liberté. Leur nombre dépassait largement ceux des nobles, ce qui signifiait que la situation était vouée à s'aggraver et que la capitale ne tiendrait probablement pas longtemps. Narsès fit remarquer que, peu importe l'urgence de la situation, les 4 d'entre eux ne pouvaient pas sauver la capitale à eux seuls. Le roi aurait dû libérer les esclaves,
avant que les choses n'en arrivent là. Le jour suivant, l'armée sainte a exhibé les têtes coupées des capitaines de cavalerie qui avaient combattu avant les soldats parsiens. La reine s'est renseignée et a confirmé que la tête du roi ne se trouvait pas parmi eux. Les 2 capitaines restants à l'intérieur de la ville ont remarqué que la reine ne demandait même pas à propos d'Arslan, ce qui témoignait de la gravité de la situation. Ils ont ensuite entendu des nouvelles selon lesquelles les esclaves étaient peu à peu influencés par l'ennemi. L'un d'eux s'est précipité pour chasser les esclaves, craignant une rébellion. Cependant, peu de temps après, les soldats ont signalé qu'un groupe d'esclaves s'était déjà révolté et essayait d'ouvrir les portes pour l'armée sainte. Le capitaine Barbu s'est précipité en avant, abattant les esclaves traîtres. Le capitaine Sam, quant à lui, a soutenu que tuer 10 esclaves rebelles ne ferait que créer encore plus de rebelles. Les propriétaires d'esclaves, paniqués en entendant plus de rapports de soulèvement, ont compris qu'ils ne pouvaient pas simplement emprisonner tous les esclaves, car il n'y aurait plus personne pour travailler. Cependant, les esclaves avaient déjà commencé à tuer leur maître pour réclamer leur liberté. Sam a été contraint de rencontrer la reine pour signaler que les révoltes d'esclaves s'intensifiaient au-delà du contrôle, poussant la situation vers une impasse. Il a proposé d'offrir des récompenses et de modifier leur traitement pour les apaiser. La reine pensait que cela affaiblirait les fondations du royaume. Mais leurs ennemis utilisaient déjà cette fondation contre eux. Pendant ce temps, Jeev voyait que les choses empiraient et décidait qu'il devrait partir bientôt. Plus tard, il a rencontré le grand vizir qui voulait qu'il aide avec quelques tâches. Jeev a remarqué quelqu'un caché derrière le rideau, prêt à attaquer s'il déplaisait au vizir. Le vizir ordonna alors à Jeev d'escorter la reine hors de la capitale par un passage secret. Cette nuit-là, Jeev emmena la reine, pensant qu'en fin de compte, la famille royale n'était qu'un groupe de lâches fuyants pour sauver leur vie. Au même moment, Darion a demandé combien de temps il comptait rester, à quoi Narcisse a répondu que sauver la capitale était désormais impossible. Au lieu de cela, leur objectif devrait être de capturer Carlen, car il était actuellement un atout précieux pour le Saint-Royaume. Cependant, le Saint-Royaume ne lui faisait probablement pas entièrement confiance. Il agirait donc séparément. S'il pouvait le capturer, il pourrait découvrir ses raisons de trahison. Pendant ce temps, Jeev a réalisé que la femme qu'il escortait n'était pas la reine. Il pouvait distinguer les gens par leur odeur. Ne connaissant pas les véritables intentions du vizir, Jeev décida de ne pas l'accompagner plus loin. À ce moment-là, elle a sorti un poignard pour l'attaquer. Jeev a esquivé, mais elle l'a frappé et s'est enfuie. Peu après, elle a rencontré Masque d'Argent qui l'a prise pour la vraie reine. Cependant, quand elle a vu Karln et l'a salué respectueusement, Masque d'Argent a réalisé qu'elle était une imposteur et l'a tuée. Jeev s'est alors révélé, mécontent qu'une belle femme ait été tuée. Les deux se sont affrontés, mais Jeev a accidentellement laissé tomber une torche à proximité, provoquant la panique de Masque d'Argent à la vue du feu. Profitant de cela, il laissa les soldats s'occuper de Jeev. Cependant, après le départ de Silver Mask et Carlen, Jeev élimina tous les soldats à lui seul. Il décida ensuite de piller la richesse des nobles et d'emporter quelques beautés avec lui avant de s'enfuir. Il a également pillé de l'argent sur les cadavres des soldats qu'il avait tués avant de fuir, avant qu'une plus grande force n'arrive. Pendant ce temps, Sam, tout en défendant les murs, a remarqué que le palais brûlait et s'est précipité. Il a découvert que l'armée sainte avait infiltré les égouts et avait également libéré les esclaves. Bientôt, il a confronté Carlen et confirmé que sa trahison était réelle. Carlen l'a invité à servir le Saint-Royaume, mais Sam a refusé et a tenté de s'échapper, seulement pour être frappé par une flèche de Masque d'Argent. Au même moment, le capitaine Barbu a vu les esclaves ouvrir les portes et a essayé de rassembler ses forces pour les arrêter. Cependant, l'ennemi avait déjà percé la ville et la capitale était officiellement tombée. Le sort des figures dirigeantes est resté incertain. L'un a utilisé tous les tours derrière des mots sombres de bienvenue, un autre regardait la capitale brûler depuis le ciel nocturne, et l'un cherchait désespérément la justice en laquelle il croyait. Quant au groupe d'Arslan, ils avaient officiellement entamé leur voyage. Pendant ce temps, le royaume sacré commençait à nettoyer la capitale et se préparait à accueillir leur roi. Peu après, une fois le palais entièrement sécurisé, la reine fut présentée au roi du royaume sacré. D'après les deux commandants, elle avait été fiancée à l'ancien grand vizir. Cependant, un certain roi l'avait enlevée. Ce roi était le frère aîné de l'actuel roi saint. Cet homme avait tué son propre frère pour revendiquer à la fois le trône et la reine, faisant d'elle quelqu'un qui apportait le malheur à tout homme avec qui elle était. Tout le monde était impatient de voir comment le nouveau roi la gérerait, car elle était une infidèle. Cependant, le nouveau roi semblait s'intéresser à elle. Peu de temps après, un soldat est arrivé pour faire son rapport à Gis, le grand vizir et jeune frère du saint roi.
Guy gérait les armes et les trésors du palais quand il a appris que son frère voulait faire de la reine de Pars sa femme, ce qui l'a mis en colère. Guy a confronté son frère, l'avertissant du sort des hommes impliqués avec la reine. Cependant, le roi a écarté ses préoccupations, affirmant que ces hommes ont trouvé la mort parce qu'ils étaient tous des infidèles. Guy s'est encore plus énervé lorsque le roi a décidé d'accorder une partie du trésor royal au grand prêtre battant. Plus tard, Silvermask a rendu visite à Guis, et les deux ont conspiré pour renverser le roi et installer Guis comme le nouveau chef. Pendant ce temps, les soldats de l'armée sainte extorquaient ouvertement des biens aux citoyens. À ce moment-là, un jeune prisonnier d'il y a des années refait surface, cherchant des réponses. Il a visité un cirque, le même endroit où une girafe avait été gardée autrefois, pour se renseigner sur le sort des prisonniers qui étaient restés 3 ans auparavant. Entre-temps, Carlène a reçu la nouvelle que Narcisse et Arslan s'étaient échappés. Silvermask a ordonné à Carlène de s'en occuper personnellement, car il ne pouvait pas permettre à Narcisse de continuer à les mener par le bout du nez. Comme prévu, les généraux du Saint-Royaume ne voyaient toujours pas Carlène comme un allié, le traitant comme rien de plus qu'un traître méprisable. Pendant ce temps, le jeune homme continuait à se renseigner sur les esclaves qu'il avait été contraint de laisser derrière lui ce jour-là, mais personne n'avait de réponse. Il se souvenait d'Arslan du passé et pensait qu'Arslan pourrait savoir quelque chose, mais le retrouver maintenant était un défi. Non loin de là, un soldat remarqua qu'une fille posait des questions sur les mouvements de troupes de Carlène. Il l'a informé que Carlène était en route pour s'occuper du prince, puis a tenté de l'emmener contre sa volonté. Le jeune homme a vu cela et a suivi, pour découvrir que le soldat avait été abattu par la fille. Le jeune homme s'est alors précipité et s'est présenté comme Étoile, un garde royal, mais a vite réalisé que la fille était en fait un jeune homme déguisé, Elam. Elam a rapidement trompé Étoile en la piégeant parmi un groupe d'esclaves et s'est enfui. Les esclaves, se sentant trahis après avoir ouvert les portes de la ville à l'armée sainte sans rien recevoir en retour, était en ébullition. Elam a ensuite rapporté la situation au groupe d'Arslan. Narcisse soupçonnait que Carlan mettrait le feu au village pour attirer Arslan. Si Arslan continuait à se cacher, plus d'innocents mourraient. Arslan refusa de laisser cela se produire et décida de confronter Carlan. Narcisse a pris en charge l'opération. Alors qu'ils préparaient leurs chevaux, Daroun a soupçonné que Carlan amenait délibérément une grande force pour coincer Arslan, et Narcisse avait également déduit que Carlan avait eu l'intention de le faire dès le début. Cependant, s'il voulait capturer le petit, il n'avait pas d'autre choix que d'entrer dans la tanière du tigre. Pendant ce temps, alors que Jeev voyageait, il a remarqué un groupe de soldats de l'armée sainte passant. Peu de temps après, une belle femme a croisé leur chemin. Prévoyant qu'elle rencontrerait les soldats, Jeev a décidé d'intervenir, espérant l'impressionner. Cependant, lorsqu'il arriva, il découvrit que la femme n'avait pas peur des soldats. Au contraire, elle prit un arc et les abattit en partant. Intrigué, Jeev la suivit et l'interpella, se présentant comme un musicien et louant sa beauté. Cependant, elle trouva que ses talents poétiques laissaient à désirer. Elle se présenta comme Farhan, une prêtresse en mission pour atteindre la capitale. En apprenant que la capitale était tombée, elle réalisa qu'elle n'avait aucun moyen de revenir et devait plutôt trouver le prince Arslan. À ce moment-là, Carlan attaqua un village, déclarant que toute personne abritant le prince serait exécutée. Farhan a demandé à Jeev s'il connaissait l'emplacement d'Arslan, mais il a affirmé qu'il ne le savait pas, ce qui l'a poussé à partir. Jeev, cependant, l'a poursuivie, voulant savoir pourquoi elle cherchait le prince. Elle a expliqué que le temple qu'elle servait a été établi peu après la naissance d'Arslan et était censé le représenter. Les membres de haut rang du temple l'avaient envoyé pour trouver et servir Arslan, mais elle savait qu'ils avaient simplement voulu l'éloigner par jalousie pour ses talents. Jeev a suggéré que si elle n'aimait pas la mission, elle devrait l'abandonner, mais Farhan a admis qu'elle voulait vraiment retrouver Arslan pour aider à reconstruire le royaume et chasser l'armée sainte, car elle détestait leur barbarie. Quand Jeev a commencé à trop parler, Farhan a accéléré son allure pour le semer. Les deux ont voyagé ensemble jusqu'à la tombée de la nuit, échangeant davantage de conversations. Finalement, Farhan a accepté de laisser Jeev l'accompagner à condition qu'il jure fidélité à Arslan. Cependant, Jeev ne pouvait pas promettre une allégeance absolue. Alors que Farhan et Jeev continuaient, ils ont vu passer les soldats de Carlan. Pensant que Carlan pourrait savoir quelque chose sur l'emplacement d'Arslan, Farhan a décidé de les suivre. Pendant ce temps, Carlan avait capturé un homme qui avait auparavant transporté des fournitures pour le groupe d'Arslan. L'homme a affirmé qu'il avait été surpris en train de voler et qu'il avait été puni pour cela. Espérant échanger des informations contre une récompense, il a révélé qu'Arslan était pourchassé.
Karlan fut surpris d'apprendre que le groupe d'Arslan ne comptait que 4 personnes, mais il soupçonnait que l'homme était l'un des espions de Narcisse. Refusant de croire ses paroles, Karlan l'exécuta et en déduisit que le groupe d'Arslan se dirigeait vers le nord pour rejoindre Kishward à l'est. Cependant, alors qu'ils avançaient, les forces de Karlan sont tombées dans un piège tendu par Narcisse qui les avait attirés dans un ravin étroit pour la bataille. Narcisse rencontra bientôt Farhan et, en se présentant, elle s'excusa en réalisant qu'il servait également Arslan. Il a immédiatement assigné des tâches à elle et à Jeev, leur faisant confiance en tant qu'alliés. Jeev, qui s'était caché, a été contraint de se révéler lorsqu'il a été découvert. Pendant ce temps, Elam a remis un arc à Arslan comme arme temporaire. Lorsque la bataille a commencé, Arslan est apparu directement devant Karlan. Lorsque les soldats de Karlan ont chargé vers lui, Arslan les a abattus avec son arc, tandis qu'Elam lançait des pierres depuis une position cachée. Narcisse a éliminé les ennemis dans l'ombre pour créer le chaos, Farhan a tiré des flèches depuis la forêt, et Jeev a chargé à cheval pour le combat rapproché. L'ennemi, incapable de déterminer combien d'adversaires ils affrontaient, est tombé dans la panique et a perdu le moral. Karlan a personnellement chargé contre Arslan, mais Elam a lâché des pierres en criant le nom de Darun, ce qui a provoqué la fuite des troupes ennemies terrifiées. Avec ses soldats en retraite, Karlan a atteint Arslan juste au moment où il n'avait plus de flèches. Arslan a exigé de savoir pourquoi Karlan avait trahi Pars, alors qu'il n'avait jamais été maltraité. Cependant, Karlan a refusé de répondre et a simplement dit à Arslan de mourir, le considérant comme un traître. Avant que Karlan ne puisse frapper, Darun est intervenu et les deux guerriers se sont déplacés dans un endroit isolé pour un duel. Darun a feinté une ouverture incitant Karlan à attaquer, mais il a ensuite inversé sa lance et a poignardé Karlan dans le ventre. Alors que Karlan trébuchait, il a tenté de se stabiliser avec sa lance, mais a finalement chuté avec l'arme transperçant sa gorge. Dans ces derniers moments, Karlan a révélé que le roi était toujours en vie. Il était étonné qu'Arslan ait rassemblé des alliés aussi capables et est devenu convaincu que le véritable roi récupérerait un jour son trône. Le groupe a informé Arslan de la survie du roi, soulevant la possibilité qu'il pourrait le retrouver. Farhan s'inclina alors devant Arslan et en apprenant qu'elle était prêtresse, Arslan demanda qu'elle prie pour les soldats tombés et même pour Karlan. Elle accepta, mais Jeev se moqua de la nature particulière de la famille royale, trouvant absurde qu'Arslan prie pour un traître. Bien qu'il soit prêt à rester pour Farhan, il précisa qu'il partirait si les choses tournaient mal. Narcisse a décidé de retourner dans la capitale pour évaluer la situation du pays. Pendant ce temps, Silvermask a confronté le roi, révélant sa véritable identité en tant qu'Hermès, le fils de l'homme que le roi avait tué pour s'emparer du pouvoir. Trône. Cela faisait de lui le neveu du roi et l'héritier légitime de Pars. Cependant, le roi se contenta de rire et Hermès partit. Il rencontra plus tard une figure mystérieuse qui l'informa de la défaite de Karlan. Le lendemain, Darun et Narcisse ont infiltré la capitale pour une reconnaissance. La ville avait subi des destructions importantes. Pendant ce temps, le saint roi a rendu visite à la reine de manière inattendue pour lui déclarer son amour. Mais elle est restée silencieuse, se considérant toujours comme veuve. Furieux de son rejet, Boden l'a déclarée infidèle, méritant une exécution. Cependant, comme il ne pouvait pas agir directement contre elle, il a plutôt ordonné de brûler les 12 millions de documents historiques de Pars stockés dans le palais. Il les considérait comme des écritures démoniaques de hérétiques, croyant que le peuple n'avait besoin de rien de plus que les saintes écritures et la foi en Dieu pour rester à l'abri de la maladie. Boden se moqua alors du roi, insinuant que Dieu ne pardonnerait pas à un homme qui se considérait comme suprême et épousait une femme hérétique. Narcisse et Darun, ayant infiltré la capitale, ont assisté à la scène. Enragé, Narcisse a décidé d'éliminer personnellement Boden, laissant l'affaire du frère du roi à Darun. Pendant ce temps, Jeave et Farhan ont aperçu un groupe de soldats traversant la forêt qu'ils gardaient. Arslan, inquiet de les savoir seuls en territoire ennemi, a exprimé ses préoccupations, mais Elam l'a rassuré qu'ils étaient très compétents. Arslan a ensuite demandé à aller chercher de l'eau avec Elam, qui lui a permis d'aider. Cependant, alors qu'Arslan puisait de l'eau du puits, il a accidentellement cassé la corde, faisant tomber le seau à l'intérieur. Elam est allé chercher un remplacement, tandis qu'Arslan, se sentant inutile, a résolu de prouver sa valeur. En cherchant un moyen d'être utile, Arslan a vu un groupe de soldats harceler un père et son enfant. Il s'est précipité pour intervenir, brandissant une houe pour les menacer, mais ils sont restés impassibles. Ce n'est que lorsqu'Itoile est arrivé qu'ils ont reculé, car elle avait le grade de capitaine d'escouade. Reconnaissant Arslan, Itoile fut choquée qu'il soit toujours en vie. Elle était maintenant officier militaire plutôt qu'esclave, confiante en sa position. Itoile avait entendu des rumeurs selon lesquelles le roi et le prince de Pars étaient des démons.
Pendant ce temps, Narsès et Darun ont découvert que la foi du peuple du Saint-Royaume était vague et presque inexistante. Leurs écritures parlaient d'une terre promise destinée à leurs croyants, justifiant ainsi leur invasion et occupation. Les bénédictions de Dieu n'étaient rien d'autre qu'un prétexte pour la conquête. Arslan, perplexe face à cette contradiction, a demandé à Itoal pourquoi le Saint-Royaume prêchait l'égalité mais traitait toujours les Parsians injustement, même après leur conversion. Itoal n'avait pas de réponse. Quand Elam est revenu, les tensions ont monté et les deux camps étaient sur le point de se battre, mais Arslan les a arrêtés. Itoal a choisi de partir pacifiquement et a demandé des nouvelles des anciens prisonniers de guerre. Arslan lui a annoncé qu'ils étaient morts. Sans plus de lien avec le passé, Itoal est parti, remettant à Arslan une sainte écriture à lire. Plus tard, Darun a demandé à Narsès son plan pour récupérer le royaume. Narsès a proposé de libérer les esclaves et d'utiliser le statut de prince d'Arslan pour rallier le peuple. Cependant, il a reconnu que cela mettrait en colère les nobles propriétaires d'esclaves, ce qui pourrait aggraver la situation. Alors qu'ils discutaient de leur stratégie, ils ont rencontré un ancien soldat de l'armée de Karlan. En reconnaissant Darun, le soldat s'est enfui. Narsès a décidé de s'éloigner un moment, traquant les restes de Karlan, qui cherchaient à se venger d'avoir été déjoués auparavant. Il les a affrontés seuls, tandis que Darun coupait leur fuite, capturant un pour l'interroger. Le captif ne savait rien de l'endroit où se trouvait le roi, seulement qu'il était emprisonné quelque part, tandis que la reine avait attiré l'attention du Saint-Roi et reçu une proposition de mariage. Après avoir assommé le soldat, Narsès et Darun ont envisagé leur prochaine action. Comme le roi s'opposait au mariage du Saint-Roi, il serait probablement exécuté bientôt. Alors qu'ils se séparaient pour recueillir plus d'informations, Darun a rencontré Hermès par hasard. Les deux guerriers se sont immédiatement affrontés. Quand Hermès a appris le nom de Darun, il a réalisé que Darun était le neveu de Varès, l'homme qu'il avait tué. Provoquant Darun, Hermès le défia de venger son oncle. Pendant leur bataille, Darun brisa le masque d'Hermès, mais il ne put toujours pas l'identifier. Narsès s'est alors joint à la confrontation, se présentant comme le futur peintre de la cour royale. Mais Hermès les a rejetés en les qualifiant simplement de chiens de chasse et de bouffons. Les renforts sont arrivés, forçant Darun et Narsès à battre en retraite. Alors qu'ils quittaient la capitale, il s'émerveillait de l'extraordinaire habileté d'Hermès et se demandait s'il portait le masque pour cacher des brûlures sur son visage ou simplement pour dissimuler son identité. En retournant auprès d'Arslan, Narsès a déclaré que si Arslan souhaitait déclencher un soulèvement, il devait démontrer sa capacité à abolir l'institution de l'esclavage qui existe depuis longtemps, tout en prouvant son intégrité pour gagner la confiance du peuple. Cependant, à ce moment-là, la priorité d'Arslan n'était pas de formuler une stratégie. Il devait plutôt déterminer son véritable objectif. Le devoir du groupe était de l'aider à l'atteindre. Le jour suivant, Arslan et son groupe furent poursuivis par les soldats du Saint-Royaume. Heureusement, Darun arriva avec des renforts, ayant obtenu l'aide d'un certain seigneur au cours des derniers jours. À leur arrivée au château du seigneur, Arslan remarqua l'abondance d'esclaves dans la région. Le seigneur accueillit personnellement Arslan, exprimant son soulagement que le prince ait survécu après avoir entendu parler de la chute de la capitale. Il accueillit Arslan avec un somptueux festin, bien que Géave et les autres aient immédiatement reconnu son véritable objectif, gagner la faveur d'Arslan. Le seigneur alla même jusqu'à proposer de marier sa fille à Arslan. Quand on lui a demandé ses plans, Arslan a exprimé son intention d'abolir l'esclavage et de recruter plus de partisans. Le seigneur a souri extérieurement, mais plus tard dans la nuit, il a séparé Arslan des autres, sauf Faran. Darun souhaitait rester aux côtés d'Arslan, mais Narsès lui a fait signe de reculer. Plus tard, le seigneur est venu discuter en privé avec Arslan, tandis que Narsès et les autres, conscients de la séparation, ont décidé de jouer le jeu pour le moment, car se faire un ennemi à ce stade serait mal avisé. Problématique. Pendant ce temps, Jeev a détecté un intrus pour découvrir que c'était Arslan lui-même qui avait escaladé pour transmettre l'ultimatum du seigneur. Il soutiendrait Arslan seulement si le prince épousait sa fille, ou s'il acceptait de maintenir le système d'esclavage. Arslan a convenu de donner sa réponse le lendemain, et Narcisse lui a conseillé d'être prêt à partir à tout moment, s'occupant du reste lui-même. Il a demandé à Jeev de raccompagner Arslan et de transmettre un message à Faran. Lorsque Jeev a rencontré Faran, il a failli être expulsé par la fenêtre avant qu'ils ne remarquent tous les deux des mouvements inhabituels parmi les soldats. À peu près au même moment, Ilham est revenu et a informé Narcisse qu'il avait trouvé de l'encens anesthésiant dans le plafond. Avec des rapports d'activité militaire suspectes, ils ont commencé à se préparer pour l'action. Peu de temps après,
le seigneur a rendu visite à Arslan à nouveau, proposant d'éliminer les menaces potentielles à son règne, Narcisse et Darun. Il voyait Narcisse comme dangereux à cause de sa façon de penser. Cependant, Arslan a choisi de faire confiance à Narcisse plutôt qu'au seigneur, car Narcisse lui avait offert un abri sans recourir à la coercition armée. Arslan a appelé son groupe à partir, confiant que le seigneur était suffisamment sage pour ne pas agir contre eux. Cependant, alors qu'ils partaient, le seigneur a assigné 2 soldats pour escorter le cheval d'Arslan. Farhan remarqua rapidement qu'il portait des poignards cachés et confronta le seigneur. À ce moment-là, le seigneur révéla sa véritable nature et ordonna une attaque. Heureusement, tout le monde dans le groupe d'Arslan était capable de se défendre et Ilham avait déjà saboté les cordes des arcs des soldats. Malgré ce contretemps, le Lord a quand même ordonné à ses hommes de se battre avec des épées, ce qui a poussé Darun à l'intimider. Quand le seigneur a tenté de frapper Arslan directement, Darun a été forcé de le tuer. Avec leur chef mort, les soldats ont perdu leur volonté de se battre. En partant, Arslan a libéré tous les esclaves du château. Cependant, au lieu de gratitude, les anciens esclaves lui en voulirent d'avoir tué leur maître. Darun a dû escorter Arslan. Bien que Narcisse ait déjà anticipé cette réaction, il avait permis à Arslan de la vivre de première main, sachant que le prince ne l'aurait pas cru autrement. Bien que l'esclavage soit dur, il fournissait au moins aux esclaves un moyen de survivre. Cependant, Narcisse a rassuré Arslan, lui disant de ne pas se décourager, car son chemin choisi était le bon et qu'il l'aiderait à y parvenir. Darun demanda alors leur prochaine destination, à laquelle Narcisse répondit qu'il se dirigerait vers l'est, vers le bastion de Kishward. Pendant ce temps, Jis a appris que le clergé, enhardi par le soutien de Boden, avait commencé à tuer des gens sans distinction. Il a immédiatement envoyé des forces pour les réprimer, en utilisant la force si nécessaire. Jis a ensuite confronté Boden, l'avertissant que ses actions pourraient provoquer un coup d'état. Cependant, Boden resta impassible, croyant que les forces du royaume saint étaient toujours plus nombreuses que leurs ennemis. Peu de temps après, les chevaliers du temple au service du grand prêtre Boden entrèrent dans la capitale. Pendant ce temps, il fut révélé que Sam était encore en vie. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été épargné. Herms s'approcha de lui, affirmant qu'il devait s'agenouiller devant lui. Cependant, Sam a déclaré qu'il ne s'agenouillerait que devant le roi légitime de Pars. En réponse, Herms a révélé sa véritable identité, choquant Sam qui avait cru qu'Herms était mort dans le grand incendie il y a 16 ans. À ce moment-là, Arslan voyageait encore sur une longue et pénible route pour éviter les embuscades en se dirigeant vers l'est. En chemin, il a demandé à Elam quel type d'avenir il souhaitait pour lui-même. Elam a répondu qu'il laisserait son avenir entre les mains de Narcisse. Jiv a observé qu'Arslan était différent de tous les nobles qu'il avait rencontrés, car le jeune prince se souciait vraiment de ses serviteurs. Pendant ce temps, Hermès se souvenait du jour où il avait fièrement dit à son père qu'il avait tué un lion tout seul et qu'il était digne du trône. Pourtant, le roi avait mis le feu au château, entraînant un désastre pour le père et le fils. Une servante s'approcha alors d'Hermès pour l'informer que quelqu'un était venu le voir. Il rencontra bientôt Xander, le fils de Carlen. Xander jura fidélité à Hermès et demanda la permission d'éliminer Arslan et Darion pour venger son père. Peu de temps après, Farin a reçu une prémonition divine d'un poursuivant assoiffé de sang se rapprochant d'eux. Le groupe a rapidement décidé de fuir, mais peu de temps après, ils ont reçu des nouvelles que l'ennemi approchait rapidement. Darion a choisi de rester en arrière pour se battre, tandis que les autres se concentraient sur la mise en sécurité d'Arslan. Cependant, pendant la retraite, Farin et Narcisse se sont séparés du groupe. Farin est retourné aider Darion, sachant que même lui aurait du mal à affronter seul un bataillon entier. Ensemble, ils ont instillé la peur chez les soldats ennemis, les forçant à hésiter jusqu'à l'arrivée de Xander sur le champ de bataille. Darion a été surpris d'apprendre que Xander était le fils de Carlen. Xander maniait une épée massive et frappait avec une telle force que Farin a été renversé de son cheval. Il a ensuite tenté d'attaquer Darion, mais celui-ci a esquivé, ce qui a amené l'épée de Xander à se planter profondément dans le tronc d'un arbre. Pourtant, à la surprise de Darion, Xander était suffisamment puissant pour arracher l'arbre de ses racines. Farin est revenu et a tiré sur le cheval de Xander, profitant de la distraction pour porter un coup. Il avait l'occasion de tuer Xander, mais il a choisi de l'incapaciter et de battre en retraite avec Farin. Quand Farin a demandé pourquoi il avait épargné Xander, Darion a répondu qu'il ne tuerait pas un guerrier tombé. Pendant ce temps, le groupe d'Arslan a rencontré des soldats ennemis. Elam a exhorté Arslan à fuir, car leurs ennemis n'étaient que des fantassins. Cependant, le cheval d'Elam a soudainement été abattu. Il a dit à Arslan de le laisser, mais le prince a choisi de revenir et de le sauver.
En voyant cela, Jeev a été touché par le caractère d'Arslan. Pour créer une diversion, il a lancé 2 sacs d'or, ce qui a provoqué une ruée des soldats ennemis pour les récupérer, permettant ainsi aux 3 de s'échapper. Malheureusement, ils se sont vite retrouvés coincés avec des troupes ennemies qui se rapprochaient en par derrière. Les soldats ont supposé que le groupe d'Arslan avait sauté dans la rivière et ont envoyé des forces en aval pour chercher. Cependant, un couteau a soudainement volé dans les airs et a frappé leur commandant à la tête. Le groupe d'Arslan s'était caché sous un arbre tout le temps. Elam s'est excusé d'avoir mis Arslan en danger, mais Arslan l'a rassuré en disant qu'il considérait Elam comme un ami, donc le sauver était naturel. Même ainsi, Elam est resté profondément reconnaissant. Arslan remercia ensuite Jeev et lui promit de le rembourser pour l'or. Cependant, Jeev comprenait maintenant pourquoi Narcès était si intrigué par Arslan. Il n'était pas comme un roi ordinaire. Voulant voir quel genre de royaume Arslan construirait, Jeev décida de le suivre. Bien que le groupe d'Arslan ait été dispersé en raison de la poursuite incessante du Saint-Royaume, ils partageaient tous le même objectif. Les attaques constantes rendaient Darion de plus en plus inquiet pour la sécurité d'Arslan, l'incitant à rejoindre le prince dès que possible. Pendant ce temps, Narcès était arrivé sur le territoire du clan Zot, une tribu de guerriers redoutables. Là, ils se sont retrouvés face à face avec Hermès. Le chef a exigé qu'Hermès abandonne ses affaires et ses armes et parte immédiatement. Cependant, Hermès ne voyait aucune raison d'obéir à un barbare et sans hésiter a dégainé son épée et a abattu le chef. Cet acte était une déclaration de guerre contre le clan Zot, les incitant à riposter immédiatement. Cependant, avant longtemps, tous les guerriers Zot présents avaient été massacrés, ne laissant que la fille du chef, Elfriede, en vie. Elle attaqua Hermès avec férocité, mais il se contentait de jouer avec elle, reconnaissant son agilité, mais se moquant de la faiblesse de son peuple. Juste au moment où il était sur le point de l'achever, Narcès est intervenu. Hermès a exigé que Narcès révèle l'emplacement d'Arslan, mais Narcès a répondu qu'il ne parlerait que lorsque Hermès serait mort. Cependant, Elfriede a insisté pour que Narcès lui laisse Hermès. Narcès a souligné qu'elle n'avait même pas d'armes, et plus important encore, savait pertinemment qu'elle n'avait aucune chance de vaincre Hermès. Il l'a exhorté à ne pas sacrifier sa vie en vain. Les deux se sont alors engagés dans la bataille, mais Narcès a rapidement réalisé qu'Hermès était encore beaucoup trop puissant. Utilisant sa prouesse tactique, il a attiré Hermès sous un tas de rochers précaires. Reconnaissant l'ingéniosité de Narcès, Hermès lui a offert un poste à son service. Narcès a refusé, déclarant qu'Arslan ne serait jamais aussi arrogant qu'Hermès. Il a ensuite déclenché l'éboulement et a rapidement conduit Elfriede loin. Les deux ont échappé dans la forêt où Elfriede a remercié Narcès de lui avoir sauvé la vie. Elle se sentait chanceuse que le glissement de terrain se soit produit, seulement pour réaliser que Narcès l'avait préparé à l'avance en utilisant un mécanisme à levier. Ayant perdu son peuple, elle a décidé d'abandonner son passé et de suivre Narcès, lui étant redevable de l'avoir sauvé. Un mois après la chute de la capitale, les factions internes du Royaume Saint s'étaient scindées en 3 groupes principaux. Le premier était le grand prêtre Baden, qui commandait des dizaines de milliers de chevaliers templiers. Le deuxième était Gis, soutenu par de nombreux fonctionnaires et soldats. Enfin, il y avait le roi qui avait perdu la confiance de ses serviteurs après avoir cédé à la reine ennemie. Puis un événement significatif a eu lieu. L'un des commandants des chevaliers templiers a été assassiné. Baden a immédiatement accusé le roi, affirmant qu'il avait ordonné le meurtre parce que le commandant s'était opposé à son mariage. Cependant, Gis a soutenu que le commandant avait été exécuté pour avoir eu des relations avec une femme d'une autre foi, ce qui était sa punition légitime. Baden a refusé d'accepter cela et a juré de se venger à la fois du roi et de Gis. En réponse, Gis se moqua des chevaliers templiers, disant que leur bannière abaissée était la preuve de leur incompétence. Il exigea ensuite que Baden retire ses forces pour éviter de se déshonorer davantage. Furieux mais impuissant, Baden n'eut d'autre choix que de se retirer avec ses troupes à Merium. Pendant ce temps, le groupe d'Arslan approchait de la forteresse à l'est. Ailleurs, Darion a de nouveau affronté Xander. Xander a déclaré que Darion devait payer pour avoir tué son père, mais Darion a insisté sur le fait que la faute revenait à Carlen pour avoir trahi son pays. Cependant, Xander a soutenu que son père n'avait rien fait de mal, car il avait simplement servi l'héritier légitime du trône. Avant que Darion ne puisse comprendre les paroles de Xander, un sorcier avec la capacité de creuser sous terre est soudainement apparu, annonçant qu'il avait été envoyé par Hermès pour aider Xander. Xander, indifférent aux détails, a laissé le sorcier faire ce qu'il voulait et a chargé Darion. Obligé de surveiller le sorcier, Darion a été
désarçonné par Xander. Xander l'a plaqué au sol, permettant au sorcier de frapper par derrière. À ce moment-là, Arslan est arrivé pour soutenir Daryun. Daryun a rapidement averti Arslan au sujet du sorcier, mais Arslan a été frappé et envoyé en l'air avant d'être aidé par Elam. Cependant, il s'est vite rétabli et s'est avancé, poignardant le sorcier. Xander a tenté d'attaquer à nouveau, mais a été désarçonné par Daryun, qui a pressé sa lance contre la gorge de Xander. Cependant, Xander a réussi à se libérer et à fuir, seulement pour être abattu par une flèche de Farin, le faisant tomber d'une falaise. Avec le groupe d'Arslan maintenant presque réuni, ils ont continué vers la forteresse de l'Est. Peu de temps après, ils ont rencontré Kishward qui était arrivé avec des renforts pour les aider. Il s'est avéré que Narcisse était arrivé avant eux et avait conduit les forces de Kishward à cet endroit. Sans hésitation, Kishward a chargé dans la bataille, forçant l'ennemi à battre en retraite. Les autres étaient surpris que Narcisse les ait devancés et étaient également curieux à propos de la fille qui l'accompagnait. Lui, se présentant, Alfrid a déclaré fièrement qu'elle était la future épouse de Narcisse, malgré les 10 ans qui les séparaient. Cette forteresse orientale servait de bastion frontalier pour Par. Étant donné qu'elle n'avait pas participé à la défense de la capitale, elle abritait maintenant la plus grande force restante de Pars. Lorsque le groupe d'Arslan entra, les soldats l'accueillirent avec un grand enthousiasme. Darien, qui avait été séparé du groupe, ne savait pas ce qui s'était passé entre-temps. Jeeves a plaisanté en suggérant que Narcisse n'avait pas réussi à résister à la tentation, mais Narcisse a précisé qu'il avait simplement sauvé Alfrid, et depuis, elle s'était accrochée à lui. Narcisse a ensuite informé Darien qu'Herm s'était apparu et que toutes les attaques lors de leur voyage ici avaient été orchestrées par lui. Arslan a ensuite retrouvé Bowman et a décidé de lancer une contre-attaque avec les 80 000 soldats stationnés à la forteresse pour reprendre la capitale. Cette nuit-là, Herm s'était furieux qu'Arslan ait réussi à s'échapper au dernier moment. Pendant ce temps, Jeeves était frustré après tous ses efforts pour impressionner, seulement pour que Farin finisse par passer plus de temps avec Daryun. Quand Arslan s'est excusé s'il avait contrarié Jeeves, Jeeves a écarté la préoccupation, disant que plus le chemin vers la conquête est difficile, plus le résultat est gratifiant. Ailleurs, Alfrid et Elam avaient commencé à se disputer, car tous deux avaient des sentiments pour Narcisse, et n'aimaient pas que l'autre soit constamment autour de lui. Plus tard, Alfrid s'est plaint à Farin, disant que les efforts de Narcisse pour reconstruire la nation ne feraient que provoquer l'ascension de plus de nobles au pouvoir. Farin, cependant, a souligné qu'Alfrid savait bien que Narcisse devenait exactement le genre d'homme qu'elle admirait, c'est pourquoi elle le suivait si assidûment. Cependant, comme Narcisse était actuellement concentré sur les affaires nationales, Alfrid devait d'abord prouver sa propre utilité. En même temps, Arslan a confié à Kishward sa vision pour l'avenir, déclarant qu'il abolirait le système ancien de l'esclavage. Il comprenait que beaucoup de nobles s'y opposeraient, mais il était déterminé à améliorer la nation. Sinon, cette guerre serait inutile. Kishward respectait la décision d'Arslan et lui souhaitait du succès. Cependant, le lendemain matin, Bowman annonça de façon inattendue qu'ils ne pouvaient pas mobiliser leurs troupes en raison de problèmes non résolus. Narcisse, voyant à travers lui, a remarqué que Bowman n'avait jamais personnellement dirigé de campagne et cherchait simplement à profiter de ces années de crépuscule en paix. Après la réunion, Kishward a révélé qu'avant la bataille sur les plaines, Bowman avait reçu une lettre, après quoi son attitude avait complètement changé. Daryun se souvenait aussi de l'instruction mystérieuse de Varys de protéger Arslan à tout prix et se demandait pourquoi son oncle avait fait une demande aussi urgente. La vérité était que Bowman avait découvert un secret choquant sur Arslan et à cause de cela, il ne pouvait pas se résoudre à le suivre. S'il était resté ignorant, il aurait peut-être pu servir Arslan sans hésitation. Ce soir-là, perdu dans ses pensées, Arslan se tenait seul au sommet des remparts de la forteresse lorsqu'il se retrouva face à face avec Hermès. Hermès avait déployé tant d'efforts pour traquer Arslan et maintenant, par pure coïncidence, il l'avait trouvé debout, seul, sans garde. Reconnaissant Hermès, Arslan dégaina immédiatement son épée pour se défendre. Cependant, Hermès n'avait pas l'intention de le tuer directement. À la place, il a menacé de lui couper les bras et les jambes d'abord. Arslan était complètement dépassé, ballotté sans effort par Hermès. Désespéré, il a sorti une torche et Hermès a visiblement reculé. Réalisant qu'Hermès avait peur du feu, Arslan a pressé son avantage. Juste à ce moment-là, les gardes d'Arslan sont arrivés, forçant Hermès à se battre contre Narcisse, Darian et Kishard. Cependant, en apprenant la véritable identité d'Hermès, les trois hésitèrent, lui permettant de leur échapper et de foncer vers Arslan. À ce moment critique, Bowman intervint, recevant le coup à la place d'Arslan. Choqué de revoir Hermès, Bowman révéla qu'il avait été autrefois le mentor d'Hermès.
Il expliqua qu'il protégeait Arslan parce que Varys lui avait confié cette mission. En espérant de la clémence, il a supplié Hermès de se retirer. Il a ensuite ordonné à tout le monde de ne pas poursuivre Hermès, révélant qu'Hermès était le dernier membre restant de la lignée royale parsienne. Avant de rendre son dernier souffle, Bowman s'est excusé auprès d'Arslan et a exprimé son souhait qu'il devienne un roi juste. Emportant le secret que Varys avait découvert dans la tombe, Bowman est décédé. À ce moment précis, un rapport urgent est arrivé. Le royaume de l'Est mobilisait ses forces pour une attaque. Pendant que les autres réfléchissaient à la manière de répondre, Arslan semblait quelque peu distrait par la situation à venir. Il a sursauté lorsqu'on l'a appelé et a déclaré qu'ils intercepteraient l'armée du royaume de l'Est à cet endroit précis. Nous rencontrons ensuite Rajan, le deuxième prince du royaume de l'Est. Rajan pensait que Pars était en pleine tourmente, ce qui constituait une opportunité parfaite. Mais son propre royaume n'était guère mieux loti, car le roi venait d'être déposé et le prince héritier était assez incompétent. Rajan voulait prouver qu'il méritait davantage le trône. Pendant ce temps, Darian et Narcisse ont dit à Arslan de rester dans la forteresse et d'attendre de bonnes nouvelles de leur part. Bien qu'Arslan ait accepté, tous deux savaient qu'il voulait participer à la bataille d'une manière ou d'une autre. Il était trop gentil, mais la gentillesse seule ne suffisait pas pour être roi. Même si Hermès a réalisé qu'Arslan était désormais seul avec ses gardes partis sur le champ de bataille, il a quand même choisi de battre en retraite au lieu de tenter un autre assassinat. Dogberht se demandait pourquoi il n'amenait que 10 000 soldats contre 50 000 ennemis. Narcisse a expliqué qu'ils avaient les trois facteurs cruciaux, le soutien des cieux, l'avantage du terrain et l'unité. Premièrement, le soutien des cieux. Les troupes ennemies étaient habituées au climat chaud et se fatigueraient bientôt dans le froid de ces montagnes. Deuxièmement, l'avantage du terrain. Leur connaissance du terrain leur a permis de mettre en place une stratégie d'encerclement. Enfin, l'unité. L'ennemi a soudain découvert que l'armée du prince héritier était arrivée pour éliminer son jeune frère de la course au trône. Cependant, cela n'était qu'une ruse orchestrée par Narcisse pour semer la discorde dans les rangs ennemis. Entouré de menaces internes et externes, l'ennemi était plongé dans le chaos, incapable de se battre correctement. Le prince Rajan et ses forces ont ensuite été poussés sur un lac gelé où ils se sont retrouvés piégés. Narcisse et Darian ont ensuite confronté Rajan, cherchant à le faire prisonnier et à soumettre ses forces. Mais Rajan a résisté et a tenté de fuir pour être capturé par Elfrid. Une fois ramené à la forteresse, Rajan a été présenté devant Arslan. Arslan a demandé une négociation, mais Rajan, ligoté, a soutenu qu'il n'avait pas le droit de négocier. En réponse, Arslan a ordonné de retirer ses entraves et a organisé un festin, déclarant qu'il avait quelque chose à discuter. Comme Arslan ne pouvait pas boire d'alcool, Faran et Jeev ont décidé de boire à sa place. Après un moment, Jeev s'est saoulé et s'est effondré tandis que Faran est resté calme, impressionnant Rajan. De retour à la négociation, Arslan a proposé une alliance. Il aiderait Rajan à revendiquer le trône et, en retour, Rajan l'aiderait dans les campagnes militaires. Rajan a accusé Arslan de lui demander de trahir son propre pays. Mais Narcisse avait déjà répandu la nouvelle que Rajan s'était allié avec eux pour prendre le trône à son frère aîné. Puisque Rajan était de toute façon destiné à défier son frère, il ne faisait qu'accélérer l'inévitable. N'ayant pas d'autre choix, Rajan était complètement convaincu et a accepté l'alliance. Peu de temps après, Rajan a conduit ses forces vers sa patrie, accompagné du groupe d'Arslan. Pendant ce temps, le frère aîné de Rajan, en apprenant que son cadet se préparait à s'emparer du trône, a exigé que le chancelier prenne des mesures. Cependant, le chancelier l'a assuré qu'il avait déjà placé un espion dans les rangs de Rajan, donc le prince héritier n'avait pas à s'inquiéter. Peu après, l'armée de Rajan et le groupe d'Arslan ont rencontré la première vague d'attaque de son frère aîné. Leurs forces ont rapidement avancé et ont remporté une victoire facile. Les troupes d'Arslan ont ensuite célébré le nouvel an dans des terres étrangères. Arslan et Faran ont effectué les rites cérémoniels, après quoi toute l'armée s'est rassemblée pour un festin du nouvel an. Rajan est passé pour offrir ses vœux à Arslan et a ensuite demandé une faveur. Il a proposé qu'Arslan divise leurs troupes en 2 divisions pour l'attaque. Cependant, après avoir discuté du plan, Darian a soutenu que Rajan n'était pas digne de confiance et qu'il était probable qu'il les utilisait comme appât pour créer la parfaite ouverture pour lui-même. Néanmoins, Narcisse voulait toujours qu'Arslan accepte, mais ajouta une condition, un guide devait être assigné. L'espion envoyé par le chancelier fut alors dépêché. Se présentant comme Jaswant, il prit bientôt Arslan à part pour tuer un serpent venimeux sur le point de le mordre, expliquant que bien que ce soit l'hiver,
le climat plus chaud de cette région permettait aux serpents de rester actifs. Alors que Jeev partait, il a échangé quelques mots avec Jaswant et a participé à une brève séance de sparring en arts martiaux. Jeev a reconnu que Jaswant possédait des compétences de combat considérables avant de le laisser partir. Daryan, cependant, n'était pas sûr des intentions de Jeev derrière cette interaction inattendue. Peu de temps après, toute l'armée est arrivée à une forteresse avec l'intention de la saisir pour faciliter leur mouvement. Jeev et Jaswant ont ensuite été envoyés dans la forteresse pour négocier. Jeev a rencontré le commandant de la forteresse et a demandé le passage dans le pays. Cependant, le commandant était préoccupé par le fait d'être qualifié de traître. Jeev a fait valoir qu'une fois Rajan monté sur le trône, le commandant serait récompensé pour son action. Après avoir réfléchi à la question, le commandant a décidé qu'il avait besoin de temps pour réfléchir et a demandé à ses assistants de divertir les deux. Plus tard, Jaswant s'est secrètement approché du commandant et a révélé qu'il était un agent du grand vizir. Il a proposé que le commandant profite de la situation pour saboter l'armée parsiane. À ce moment-là, l'armée parsiane prévoyait de traverser furtivement la forteresse la nuit lorsque le commandant était inattentif. Cependant, comme il ne pouvait pas gagner dans une confrontation directe, Jaswant ferait un signe au commandant d'attaquer l'unité de ravitaillement par derrière. Jaswant suivait alors discrètement l'unité de ravitaillement, se préparant à donner le signal, mais Jeev l'a remarqué. Jeev soupçonnait que Narcisse surveillait déjà Jaswant et lui avait demandé de le surveiller. À ce moment-là, les troupes d'Arslan ont soudainement jailli des chariots de ravitaillement, lançant une attaque surprise au moment où le commandant de la forteresse, devenu impatient, ordonnait un assaut. Pris complètement par surprise, les troupes du commandant ont été anéanties. Dans une tentative désespérée, le commandant a chargé directement Arslan, mais Darion lui a lancé une lance dans le dos, le tuant instantanément. Avec leur chef mort, ses soldats se sont dispersés en retraite. Pendant ce temps, Jeev a finalement déployé toute sa force, maîtrisant Jaswant. Le lendemain matin, Arslan a interrogé Jaswant, qui a révélé qu'il servait uniquement le grand vizir parce qu'il était orphelin et que le vizir l'avait élevé. Il a déclaré qu'il ne trahirait jamais l'homme qui lui avait donné un foyer. Jeev voulait l'exécuter sur le champ, mais Arslan a choisi de le laisser partir. Bien que Narcisse soit bien conscient que cette décision pourrait avoir des conséquences, il croyait qu'elle ne serait pas assez grave pour justifier une inquiétude. Ce soir-là, Elam et Elfried ont insisté pour cuisiner pour Narcisse, le forçant à faire un compromis en mangeant des plats des deux. Voyant Narcisse pris dans ses propres soucis, Darion ne put s'empêcher de sourire. Les deux ont ensuite discuté de leur projet pour qu'Arslan monte sur le trône d'ici 10 ans. Cependant, tous deux avaient des doutes quant à savoir si Arslan avait vraiment du sang noble. Malgré leurs incertitudes, ils croyaient fermement qu'Arslan était le plus digne de devenir roi et lui restait loyaux. Pendant ce temps, le prince héritier a appris que le groupe d'Arslan avait pris une forteresse en seulement 3 jours. Furieux, il décida de lancer une attaque immédiate, avec l'intention d'écraser les forces d'Arslan avec ses éléphants de guerre. Ce soir-là, Darion a vu Arslan grimper une tour, plongé dans ses pensées. Il a exhorté Arslan à retourner dans sa chambre. À ce moment-là, Arslan se sentait perdu, remettant en question sa propre identité et se demandant s'il appartenait vraiment à la famille royale. Cependant, pour Darion, Arslan était la personne la plus importante de sa vie, c'était tout ce qui comptait. Peu de temps après, Elam est arrivé avec des nouvelles urgentes. Le prince héritier avait mobilisé ses forces et avancé avec ses éléphants de guerre. En même temps, Rajan se dirigeait pour affronter l'armée du prince avant que le groupe d'Arslan ne puisse intervenir. Le problème auquel ils étaient confrontés était que le prince héritier commandait une armée de 150 000 hommes, tandis que Rajan n'en avait que 50 000 et les forces d'Arslan ne comptaient que 20 000. L'énorme différence en termes de nombre posait un grave défi. Même s'ils exécutaient une attaque en tenaille, le prince pourrait simplement détourner une partie de ses troupes pour les retenir tout en utilisant sa force principale pour écraser Rajan. Si cela arrivait, toute la campagne échouerait. Jaswant était depuis revenu au camp du prince héritier, où il avait été réprimandé pour son échec. Cependant, le grand vizir est intervenu pour le défendre, et le prince lui a épargné à contre-cœur cette fois-ci. Après le départ du prince, le grand vizir a fait remarquer que l'échec de Jaswant était dû à l'exceptionnel stratège de l'ennemi. Il a également noté que le manque de compassion du prince finirait par lui faire perdre la loyauté de ses subordonnés. Pendant ce temps, Darion a reçu la nouvelle que le prince héritier avait divisé son armée en 2 forces, tout comme Narcisse l'avait prédit. Bien que le camp d'Arslan ait un plan pour contrer cela, la situation de Rajan était beaucoup plus précaire. Darion s'inquiétait aussi pour l'avenir. Si Arslan devait à nouveau affronter Hermès, serait-il vraiment prêt? En même temps, Rajan et son frère se confrontaient sur une plaine ouverte,
prêts pour la bataille. Après avoir échangé des provocations, les deux camps ont commencé leur avancée. La cavalerie du prince héritier a pris la tête, traversant avec succès la rivière pour engager le combat. Cependant, l'infanterie a eu du mal à traverser, se séparant progressivement de la cavalerie. Ainsi, les éléphants ont été lâchés pour piétiner l'armée de Rajan. Rajan a ordonné à ses archers de tirer, mais les flèches ont à peine blessé les éléphants. Il ne comprenait pas comment les éléphants pouvaient combattre dans un climat si froid. Il soupçonnait qu'ils avaient été drogués pour être enragés. Alors que Rajan se demandait où étaient les forces d'Arslan, il apprit qu'Arslan et la forteresse récemment capturée avaient été entourés par un détachement de l'armée du prince, les empêchant de venir à son aide. Cependant, au moment où Rajan avait perdu tout espoir, les forces d'Arslan arrivèrent pour le soutenir. Ils se précipitèrent rapidement et rencontrèrent Rajan, révélant que l'armée du prince avait en fait été trompée pour perdre du temps à attaquer une forteresse vide. Même si les forces d'Arslan avaient rejoint Rajan, elles avaient toujours besoin d'une stratégie pour contrer les éléphants. Darion croyait qu'ils avaient déjà un moyen de les gérer. Il a ensuite conduit ses forces dans une charge vers les éléphants, mais a soudainement resserré leur formation, fait demi-tour et battu en retraite. Les éléphants les ont poursuivis sans relâche. Jaswant a exhorté le prince à arrêter les éléphants, sentant que quelque chose n'allait pas, mais le prince, aveuglé par la soif de sang, l'a ignoré et a continué la poursuite. Cela a conduit les éléphants directement dans les énormes balistes qui avaient été installés. Narcisse a expliqué que les éléphants n'étaient pas des créatures agiles et qu'ils étaient difficiles à contrôler. De plus, ils avaient des flèches géantes spécialement conçues, capables de percer la peau épaisse des éléphants. Darion a ensuite chargé en avant à attaquer l'éléphant du prince et a réussi à le maîtriser. Cependant, Jaswant est arrivé à toute vitesse à sauver le prince et s'est échappé. Farhan voulait les abattre, mais encore une fois, Arslan intervenu. Cette victoire a été inscrite dans l'histoire. Pendant ce temps, le prince était furieux, croyant que Jaswant l'avait déshonoré en l'éloignant. Peu après, la nouvelle est arrivée que le père des deux princes s'était réveillé. Le prince héritier est immédiatement allé voir son père et a rapporté que Rajan complotait pour s'emparer du trône. Il a cherché à persuader le roi de le nommer comme successeur légitime. Cependant, le roi connaissait trop bien ses fils et a plutôt annoncé que la succession serait décidée par un duel. Le gagnant héritera du trône. Quand Rajan a entendu cela, il a cherché Arslan pour obtenir de l'aide. Étant donné que le duel permettait à un champion de combattre à la place de quelqu'un, et que le prince ne se battrait jamais pour lui-même, il nommerait sûrement un remplaçant. Le guerrier le plus fidèle de Rajan en ce moment était Darun. Cependant, Darun a déclaré qu'il ne servait qu'Arslan, et à moins qu'Arslan ne le lui ordonne, il ne se battrait pas. Rajan a incliné la tête et a supplié Arslan de l'aider, ne laissant à Arslan d'autre choix que d'accepter. Arslan a ensuite demandé l'aide de Darun, et Darun n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Darun et Narcisse soupçonnaient que le prince choisirait également un guerrier redoutable, mais ils étaient plus préoccupés par les pensées sur la véritable lignée d'Arslan. Néanmoins, Darun était prêt à servir Arslan indépendamment de ses origines. Lorsque le prince entendit que Darun se battrait, il fut furieux. Ne voyant pas d'autre solution, il libéra un criminel dérangé, une bête monstrueuse d'homme, pour servir de champion. Peu de temps après, les forces d'Arslan sont arrivées à la capitale, où elles ont remarqué que les habitants n'étaient pas particulièrement accueillants. C'était compréhensible, car cet endroit n'avait jamais reçu de visiteurs étrangers. Finalement, ils ont atteint l'arène où le duel aurait lieu. Arslan a eu l'occasion de rencontrer le père de Rajan, et peu après, Darun a fait son entrée sur le champ de bataille. De l'autre côté, le guerrier monstrueux est apparu, franchissant les gardes et avançant. Il a brisé ses chaînes, saisi une hache massive et est entré dans l'arène. Quand Arslan a demandé à Rajan au sujet de ce guerrier, Rajan l'a rassuré que Darun irait bien. En même temps, le combattant monstrueux espérait seulement que Darun ne meure pas trop vite. Lorsque le combat a commencé, le brute a lancé une attaque implacable, éjectant rapidement le bouclier de Darun. Cependant, Darun a riposté, parvenant à entailler la bête. Malheureusement, la blessure n'était pas assez profonde, et le monstre a continué son assaut furieux. Farin a admis que cet adversaire était vraiment une bête sous forme humaine. Bien que Darun puisse être invincible contre les hommes, face à un tel monstre, elle n'était pas sûre. Malgré tout, elle a exhorté Arslan à rester calme. La bête monstrueuse a continué à frapper sans relâche l'épée de Darun.
la brisant finalement en deux. Un coup puissant a fait tomber le casque de Darun. Bien que Darun soit dans une situation désespérée, Narcisse est resté calme. Darun a continué à esquiver les attaques de la bête et a réussi à le poignarder dans le dos. Cependant, la bête a riposté avec un puissant coup de pied, envoyant Darun voler jusqu'au bord de l'arène. Son arme fut perdue et Arslan devint frénétique. Il a confronté Rajan, promettant que si quelque chose arrivait à Darun, il prendrait la tête de Rajan et celle de la bête en punition, jurant devant les dieux. Mais le roi a défendu Rajan, déclarant que le prince avait libéré la bête de prison après avoir entendu que Darun représenterait Rajan. Il a également dit au prince que s'il avait pris soin de ses officiers de confiance comme Arslan, il aurait pu être couronné roi depuis longtemps. Le prince a reconnu ce conseil, car maintenant rien ne s'opposait à lui pour s'emparer du trône. À ce moment-là, Narcisse fit signe à Darun d'agir immédiatement. La bête chargea Darun, mais Darun jeta un manteau enflammé sur son visage. Le prince, désespéré de voir son champion gagner, tenta de se précipiter pour arrêter Darun, mais Darun sortit un poignard et poignarda la bête dans le cou, la tuant. Le roi a déclaré Darun comme le vainqueur. Narcisse a remarqué que Darun avait délibérément distrait la bête et caché une courte épée sur lui, l'utilisant à son avantage. Cependant, le prince a soudainement changé de position et a refusé d'accepter le résultat. Il a dégainé son épée et a exigé que le roi abdique du trône. Il a également ordonné à ses hommes d'attaquer, forçant Rajan à agir. Le groupe d'Arslan est rapidement parti car il ne voulait plus s'impliquer dans le conflit entre les deux frères. Mais les soldats du prince les ont quand même ciblés, et juste au moment où Arslan allait être attaqué, Jaswant est arrivé pour le sauver. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une affaire interne, et que si la royauté étrangère intervenait, ce serait une honte pour le pays. Le premier ministre a conseillé au prince d'accepter la défaite, mais il a refusé, allant même jusqu'à tuer le premier ministre, laissant les soldats sans voix. Darun a défié quiconque était mécontent du résultat de s'avancer et de le combattre. Tous les soldats ont été persuadés par les mots de Darun. Rajan a déclaré que le prince avait enfreint les lois du royaume et que quiconque le soutenait serait considéré comme un traître. Personne n'osait parler, alors Rajan a ordonné l'arrestation du prince car il n'était plus qu'un meurtrier. Jaswant s'est ensuite précipité vers le premier ministre qui croyait que c'était le résultat d'avoir choisi la mauvaise personne pour servir. Il espérait que Jaswant ne suivrait pas son chemin, puis est décédé. Peu de temps après, le roi est tombé malade une fois de plus, conscient que son heure était proche. Il espérait que ses deux fils ne se battraient plus et il a demandé à Rajan de pardonner à son frère. Rajan a promis et peu de temps après, le roi est décédé. Ses funérailles ont été rapidement organisées et de nombreuses personnes y ont assisté, montrant le succès du roi dans son règne. Rajan, bien qu'il pleurait devant le roi, était considéré par la plupart comme faisant semblant. Mais Narcisse croyait que ses larmes étaient réelles. Peu de temps après, Jaswant a été libéré et amené pour rencontrer Arslan. Arslan lui a demandé ce qu'il prévoyait de faire maintenant et Jaswant a répondu que cet endroit ne lui appartenait plus. Arslan l'a ensuite invité à le rejoindre. Cependant, Rajan est venu plus tard inviter Arslan à un banquet ce soir-là. Arslan n'était pas sûr du but du banquet, mais ce soir-là, l'apparition de l'ancien prince héritier a fourni la réponse. Narcisse a expliqué que c'était le dernier repas du prince avant son exécution. Le prince s'agenouilla alors devant Rajan, suppliant pour sa vie. Mais Rajan était déterminé à ne pas le laisser vivre. Quand le prince vit Arslan, il brisa un vase et utilisa un éclat pour essayer de l'attaquer. Mais l'aigle de Kishward est intervenu, aveuglant le prince dans un œil. Rajan, ne voulant pas laisser vivre le prince et perturber le banquet, ordonna son exécution immédiate. Le lendemain, la tête du prince fut exposée devant le palais comme avertissement pour le peuple. Ayant aidé Rajan à monter sur le trône, il voulait maintenant retourner la faveur en aidant Arslan à récupérer son royaume. Il proposa de prêter 500 cavaliers à Arslan. Il semblait généreux et a proposé de prêter 3000 soldats si Arslan les voulait. Arslan n'avait pas le choix et a dû accepter. Mais quand il est parti, Rajan a révélé sa véritable nature trompeuse. Rajan avait informé ses hommes de confiance que les 3000 soldats serviraient temporairement d'espions pour surveiller les mouvements d'Arslan. Une fois qu'Arslan a baissé sa garde, Rajan lui donnerait une leçon. Cependant, Jaswant a entendu ce plan. Peu de temps après, le groupe d'Arslan est parti pour retourner dans leur pays. Ils étaient ravis d'avoir les 3000 soldats de Rajan les accompagnant, et les commandants de cette force suivaient leurs ordres sans poser de questions. Mais cette nuit-là, Rajan a secrètement lancé une attaque et a envahi le camp d'Arslan. Encore une fois, Rajan est tombé dans un piège et a été attaqué par les forces d'Arslan. Le commandant des 3000 cavaliers a été capturé,
et Rajan était entouré par tout le groupe d'hommes de confiance d'Arslan. Ils n'avaient aucune idée de comment ils avaient découvert son plan, mais Jaswant s'est dévoilé. Rajan n'avait pas d'autre choix que de se rendre et de se laisser attacher. Arslan lui a alors dit qu'il ne prendrait pas sa vie, mais qu'il l'emmènerait à Pars pour 2 ans. Cependant, Narcisse voulait être plus ferme et a suggéré d'envoyer des lettres pour informer les pays voisins de l'absence de Rajan. Rajan était terrifié, car les pays voisins convoitaient un royaume depuis longtemps, et s'il devait s'absenter pendant 2 ans, il risquait de ne pas avoir de royaume à son retour. Par conséquent, Arslan a proposé que Rajan signe un pacte de non-agression de 3 ans. N'ayant pas d'autre choix, Rajan a accepté et est parti. Alfrid se demandait pourquoi il n'avait pas forcé Rajan à signer un pacte plus long, mais Narcisse a expliqué que Rajan ne pourrait pas attendre aussi longtemps. Il ne le mettrait sous pression que pendant 3 ans, période durant laquelle ils doivent reconquérir le royaume. Arslan a réalisé que Rajan l'avait manipulé de cette manière parce qu'il avait été trop faible. Et malgré la trahison, Arslan ne pouvait pas se résoudre à haïr Rajan. Jaswant a alors dit à Arslan que si une guerre éclatait entre son pays et Pars, il se tiendrait avec sa patrie. Mais comme Arslan lui avait sauvé la vie plusieurs fois, il servirait Arslan jusqu'à ce que le conflit avec Rajan se produise. Ainsi, Arslan a gagné un autre compagnon loyal et le centre du conflit s'est de nouveau tourné vers Pars. Peu de temps après, Guy a appris que Baudin avait saisi une forteresse importante et la tenait avec l'intention d'exécuter le roi et la reine et de forcer le roi du Saint-Royaume à se repentir de ses erreurs insensées. Guy ne voulait pas suivre les ordres de Baudin et a décidé de reprendre la forteresse. Sam, maintenant subordonné à Hermès, a décidé de demander à Hermès de prendre la mission de reprendre la forteresse et de reconstruire Pars avec Hermès comme dirigeant. Hermès a admis que c'était la meilleure chose à faire. Sam a ensuite rendu visite à l'ancien roi de Pars en prison pour lui demander s'il avait été celui qui avait tué son frère et Hermès. Cependant, l'ancien roi a répondu que même si Sam connaissait la vérité, cela n'aurait pas d'importance. Sam n'avait pas beaucoup de temps pour faire pression sur le roi, alors il est parti. Pendant ce temps, Hermès est allé rencontrer Gis pour demander la permission de gérer la situation de Baudin. Guy a accepté et a informé ses subordonnés que même si Hermès avait une intention cachée, il valait mieux qu'il traite avec Baudin et subisse les pertes plutôt que de gérer l'affaire personnellement. Peu de temps après, Hermès avait rassemblé une armée de 10 000 soldats et était parti pour affronter Baudin et reprendre la forteresse. En demandant aux habitants locaux à propos de la situation, Sam a appris que certains chevaliers de l'ordre du Temple s'étaient déguisés en bandits pour exploiter les gens. L'un d'eux, un homme borgne, s'était avancé pour les affronter. Après avoir entendu la description, Sam a deviné qui c'était et a demandé la permission à Hermès de recruter cette personne. Personne. L'homme était Cubard, qui avait autrefois servi à Chapour, mais avait depuis été capturé. Cubard ne servait plus personne et menait une vie d'errance, s'adonnant à l'alcool et aux femmes. Cependant, Sam l'a invité à servir Hermès, le véritable roi de Pars. Peu de temps après, l'armée d'Hermès est arrivée à la forteresse occupée par Baudin et a brûlé le drapeau sacré pour le provoquer. Baudin, connu pour son tempérament, a immédiatement conduit ses forces au combat. À ce stade, il a été révélé que Xander était toujours en vie et Sam avait divisé ses forces pour se préparer à l'attaque. Après un jour de combat, les forces de Baudin ont perdu 2000 hommes et les soldats restants ont décidé de se retrancher dans la forteresse. Cependant, Cubard a rencontré Herm et lui a demandé quels étaient ses plans une fois qu'il aurait repris le trône. Herms a déclaré qu'il voulait apporter la paix et récupérer le trône perdu. Cubard, cependant, a décidé de ne plus participer parce qu'il voulait continuer à vivre librement comme il l'avait fait. Hermès ne l'a pas pressé et a permis à Cubard de partir avec une récompense pour son rôle dans la bataille. Plus tard, Cubard a dit à Sam que la raison pour laquelle il avait refusé de rejoindre était parce qu'il savait qu'il y aurait inévitablement une guerre civile entre Arslan et Hermès. Ce qui le surprenait, c'était que quelqu'un qui détestait le système judiciaire comme Narcisse suivait Arslan. Peu de temps après, Narcisse a rédigé 2 proclamations. La première était d'expulser le Saint-Royaume de la capitale et la deuxième était d'abolir l'esclavage. Grâce à ces proclamations, Arslan serait désormais connu comme le libérateur. Une fois qu'Arslan aurait surmonté ses faiblesses, il deviendrait une figure mémorable dans l'histoire. En raison de ces déclarations, de nombreux seigneurs ont commencé à se rallier derrière Arslan pour aider à expulser les envahisseurs. Narcisse a été surpris par le grand nombre de personnes qui ont choisi de suivre Arslan, en particulier un seigneur nommé Lucian, qui n'était pas typique. Mercenaire. Ce soir-là, Narcisse a senti que rassembler autant de seigneurs pourrait poser des problèmes. Et le premier problème est survenu lorsque Jaswant a eu un désaccord avec l'un des seigneurs. Les deux étaient sur le point de se battre lorsque Kishward est intervenu pour les arrêter. Arslan devait trouver Narcisse immédiatement pour résoudre le problème. Narcisse pensait que le problème venait du fait
qu'Arslan s'entourait de personnes de statut social inférieur. La première étape, selon Narcisse, était qu'Arslan le démette de son titre de grand prêtre, un poste réservé aux personnes plus âgées et plus expérimentées. Narcisse pensait qu'il devait uniquement s'occuper de l'armée et qu'Arslan devait nommer Lord Lucian comme le nouveau grand prêtre, car Lucian était considéré comme une personne raisonnable qui les aiderait dans leurs plans. Lucian fut ensuite appelé à rencontrer Arslan, où ils l'informèrent des efforts actuels d'Hermès pour renforcer ses forces afin de reprendre le royaume. Cependant, il ne pouvait pas permettre à Hermès de prendre le trône car il s'était allié avec le Saint-Royaume, ce qui avait conduit à la chute du pays. Lucian, après avoir entendu cela, décida de s'opposer à la revendication de Hermès au trône et promit de soutenir Arslan. Arslan avait entendu des rumeurs selon lesquelles le roi aurait été celui qui a tué le père d'Hermès et a pris le trône, donc il comprenait pourquoi Hermès pourrait chercher à se venger. Arslan a décidé qu'il se concentrerait d'abord sur la libération du peuple avant de s'occuper d'autres affaires. Plus tard, Narcisse a discuté avec Darion du fait qu'Arslan était encore trop jeune pour assumer de telles lourdes responsabilités. Il ne pouvait pas nier qu'Arslan pourrait éventuellement remettre le trône à Hermès pour expier les péchés de son père. Par conséquent, il devait montrer à Arslan la valeur et la responsabilité du trône afin qu'il ne le cède pas si facilement. Pendant ce temps, Hermès et ses forces avaient complètement pris le contrôle de la forteresse et Boden, ainsi que les autres, avaient fui. Hermès ressentait de la pitié pour eux car ils avaient été abandonnés par leur propre dieu et commandant. À ce moment-là, Itoa a remarqué qu'elle n'était pas apte à être la chef de son unité parce que trop de gens parlaient mal d'elle dans son dos. Reconnaissant que leurs critiques n'étaient pas infondées, Itoa a révélé sa véritable identité en tant que femme et a secrètement quitté les rangs pour patrouille. Elle a finalement été recueillie par un marchand qui l'a employé pour servir du vin aux soldats. Plus tard, Itoa s'est faufilé dans le banquet que les troupes d'Arslan organisaient et a servi du vin aux invités. Soldat. Elle a réalisé que les forces de Pars se soulèveraient bientôt, mais croyait toujours que le Saint-Royaume ne pouvait pas être vaincu. Après avoir quitté le festin, et en murmurant pour elle-même, Itoa a été repéré par Alfrid, qui a expliqué qu'il n'avait pas non plus de place au festin, alors il s'était faufilé dehors. Alfrid a ensuite parlé de son affection pour Narcisse, qu'Itoa a mal comprise, en pensant que Pars enlevait de jeunes femmes pour en faire des épouses, ce qu'elle considérait comme une honte. Le soldat à qui Itoa avait servi du vin plus tôt s'est approché d'elle, essayant de flirter, mais Itoa l'a rapidement assommé. Arslan a accidentellement vu Itoa, et Itoa a été surpris qu'Arslan soit encore en vie. Elle a également remarqué qu'Arslan ne la reconnaissait pas, alors ils ont tous les deux traîné le soldat qu'ils venaient de mettre KO dans un coin. Arslan a ensuite décidé d'aider Itoa à partir sans être remarqué par les soldats. Jiv les a vus et a espéré que la déesse de l'amour le guiderait. Arslan a ensuite emmené Itoa au mur de la ville et ils ont parlé pendant un moment. Arslan a demandé pourquoi Itoa était là et elle a menti en disant que sa famille était dans le besoin, alors elle devait gagner de l'argent. Quand Arslan a proposé d'aider, elle a refusé. Itoa a demandé pourquoi quelqu'un comme Arslan était ici. Et Arslan a révélé qu'il se préparait à rejoindre la bataille pour reconquérir sa patrie. Il a également partagé qu'Itouy était celui qui lui avait donné la motivation et l'avait aidé à comprendre le monde en lui montrant les bons et les mauvais côtés de son pays. À cause de cela, il voulait changer le pays pour le mieux. Itoa fut surpris de voir à quel point Arslan était devenu mature, n'étant plus la personne faible qu'elle avait connue autrefois. Elle lui a dit qu'il devrait être fier de qui il était, ce qui a donné à Arslan la détermination dont il avait besoin pour continuer. Arslan a ensuite emmené Itoa hors de la ville, l'aidant à s'échapper en utilisant une charrette de marchand. Itoa a réalisé qu'elle avait oublié de demander le nom d'Arslan, mais elle espérait qu'ils se rencontreraient à nouveau sur le champ de bataille. Le lendemain, Arslan a rencontré ses subordonnés de confiance et a déclaré qu'il ne céderait pas le trône à Herm, même si Herm était le véritable héritier. Arslan croyait qu'il devait devenir roi pour avoir l'autorité de libérer les esclaves, un décret qui venait d'être approuvé. Il espérait qu'il le soutiendrait dans ce voyage. Tout le monde s'agenouilla devant lui, jurant de réaliser son rêve. Quelques jours plus tard, grâce à Lucian qui occupait le rôle de grand prêtre, Narcisse avait plus de temps pour se concentrer sur les affaires militaires. Plus tard, lui et Darion ont assisté à une querelle entre Jaswan et un noble nommé Zara, le fils d'un seigneur. Zara était mécontent de devoir servir sous Darion et de ne pas pouvoir faire ses preuves en première ligne. Jiv est intervenu, demandant aux deux parties d'arrêter de se disputer et de l'écouter jouer de son lute. Narcisse a alors promis de trouver une solution satisfaisante pour Zara, qui, par respect pour Narcisse, a accepté de partir. Zara pensait qu'Arslan plaçait trop de personnes suspectes à des postes importants,
position. Narcisse est ensuite parti réfléchir à un plan pour résoudre la discorde actuelle. Pendant ce temps, Cubard, qui était en route vers la forteresse de Kishward, a été découvert par les hommes de Xander. Ils ont supposé que Cubard complotait contre Herms et avait l'intention de s'occuper de lui. Cubard, de son côté, s'est excusé, sachant qu'il devrait éventuellement affronter Sam. Pendant ce temps, Jeev a rencontré Sven, le frère cadet de Shapur. Sven en voulait à Jeev pour avoir tué Shapur et croyait que Jeev devrait être tenu responsable de sa mort. Jeev, cependant, a expliqué qu'il avait simplement libéré Shapur de sa souffrance. Les deux se sont ensuite battus et beaucoup de gens ont pris le parti de Sven. Jeev, cependant, a déclaré qu'il avait toujours été aux côtés d'Arslan, l'aidant, contrairement aux autres. Farin a dû intervenir et arrêter la bagarre car Arslan était arrivé. Darion pensait que Jeev avait provoqué Sven et Jeev a raillé Darion en retour. Arslan, décidant qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer, a décidé d'expulser Jeev. Jeev, indifférent, a souhaité à Arslan du succès et est parti. Cependant, cela faisait partie du plan de Narcisse. Narcisse avait besoin que Jeev joue le rôle du méchant pour aider à apaiser les tensions pendant un certain temps. Jeev est parti, mais Narcisse lui avait demandé de trouver quelqu'un qui aiderait Arslan à monter sur le trône. Quelques jours plus tard, l'armée d'Arslan commença sa marche pour reprendre la capitale. Guy, ayant entendu la nouvelle, rassembla toutes les troupes dispersées à travers Par et les amena à la capitale. Herms, cependant, s'en fichait, sachant que tôt ou tard, il reviendrait pour prendre la tête d'Arslan. Guy continuerait à manipuler Herms aussi longtemps qu'il le pourrait. Entre-temps, l'armée d'Arslan a établi un camp et a planifié de prendre la prochaine forteresse. La forteresse avait un chemin étroit qui pouvait être utilisé pour attaquer, mais ils ont décidé de ne pas perdre de temps avec et attaqueraient directement la forteresse à la place. Zara, Esfin et une autre personne nommée Tus ont demandé à emprunter le chemin étroit pour Arslan. Cependant, Arslan a refusé, en déclarant qu'il ne voulait pas gaspiller de la main-d'œuvre pour un combat inutile. Le lendemain, pendant la marche, Zara, désireux de faire ses preuves, a mené ses troupes en avant. Esfin voulait également obtenir du crédit et Tus ne pouvait pas reculer non plus. À eux trois, ils ont emmené quelques milliers d'hommes dans le chemin étroit pour être ensuite pris en embuscade et piégés sans moyen de retraite. Arslan a rapidement entendu la nouvelle et Narcisse lui a donné deux choix. L'un était d'aller les sauver et l'autre était de les abandonner. Bien sûr, les sauver serait difficile, mais Arslan a décidé d'envoyer des éclaireurs avant d'envoyer une équipe de sauvetage. Cependant, lorsqu'Elam et Alfrid sont revenus de la reconnaissance, ils ont rapporté qu'il faisait trop sombre et qu'il n'y avait pas de lune. Mais ensuite, le son du luth de Jeev a résonné de manière inattendue à travers la nuit, guidant le chemin d'Arslan. Grâce à cela, juste au moment où Zara, Esfin et Tus étaient entourés et sur le point d'être sacrifiés, Arslan a mené ses troupes pour les sauver. Les trois lui ont ensuite demandé pourquoi Arslan ne les avait pas abandonnés, ce à quoi il a répondu que cette bataille serait brutale et qu'il avait besoin de toutes les ressources possibles. Pendant ce temps, Farin est allé dire au revoir à Jeev et transmettre un message de Arslan. Jeev a joué un morceau de musique, espérant que Farin s'en souviendrait après son départ. En même temps, Hermès a reçu la nouvelle que Arslan était en route pour reprendre la capitale, il a donc décidé de l'intercepter. Guy, entendant qu'Arslan amenait 60 000 soldats, soupçonnait que le chiffre pourrait être exagéré, alors il prépara 100 000 hommes pour se battre. Bien que ce fût un grand nombre, Guy ne voulait pas se montrer complaisant, car il était possible que 60 000 soit une sous-estimation et que le nombre réel puisse être beaucoup plus élevé. Lorsque Hermès revint, il affirma qu'il avait 30 000 hommes et voulait emprunter 70 000 soldats supplémentaires à Guy pour vaincre Arslan. Guy a accepté de leur prêter, mais a insisté pour que Hermès les lui rende plus tard. Hermès est parti à contre-cœur, encore frustré par le manque de respect qu'il avait rencontré de la part des autres. Pendant ce temps, Ilam et Alfrid avaient recueilli des informations dans la capitale. Ils ont été découverts par les soldats, alors ils ont dû prétendre être un couple en fuite pour éviter les soupçons. Ils sont entrés dans une taverne où les soldats se rassemblaient et ont appris que les soldats du royaume sacré étaient irrités par les hommes de Xander et Sam, qui se vantaient après avoir capturé la forteresse de Boden. Ils ont également entendu dire qu'Herms se préparait à diriger 100 000 hommes pour continuer le combat, alors ils sont partis rapidement. Ce soir-là, Herms a rendu visite au roi pour l'informer qu'Arslan venait le sauver. Cependant, le roi l'a rejeté, en disant qu'il n'était pas si pathétique qu'il ait besoin de son fils pour le sauver. Ce que le roi ne savait pas, c'était à quel point Hermès était obsédé par cette tâche, prêt même à collaborer avec l'ennemi et à verser le sang de son propre peuple. Le roi a dit à Hermès qu'il était apparu dans une prophétie, ce dont Hermès n'était pas au courant. Hermès, déterminé, jura que la prochaine fois, il apporterait la tête d'Arslan en cadeau pour le roi. Le roi ne fit qu'un léger sourire lorsque Hermès partit. Le jour suivant, Hermès commença à marcher avec ses troupes,
tandis que le groupe d'Arslan apprit que Sam faisait aussi partie de l'armée d'Hermès. Narsès allait bientôt trouver un plan pour gérer cela. Le jour suivant, Arslan s'entraîna à l'escrime avec Darun, attirant l'attention de la nouvelle recrue. Il a ensuite demandé à Darun et à plusieurs commandants d'enseigner aux recrues comment manier les armes habilement pour aider lors de la bataille à venir. Narsès a remarqué que Darun avait encore des doutes sur les décisions d'Arslan, mais si Darun refusait de servir Hermès, il devrait faire confiance à Arslan. Cette nuit-là, Arslan a rencontré Narsès, qui savait qu'Arslan s'inquiétait pour les soldats. La plupart de l'infanterie était composée d'anciens esclaves, donc il manquait d'expérience de combat. Mais au lieu de simplement se battre et de dépendre des ordres, Arslan a décidé de leur donner une formation à laquelle ils pouvaient participer volontairement, ce qui les aiderait à se sentir comme des individus pleinement libres. Pendant ce temps, Alfrid pensait que Feren pourrait se sentir un peu seul après le départ de Giv. Cependant, Feren ne se sentait pas ainsi, car son dieu lui avait dit que même si Giv partait, son cœur serait toujours avec Arslan. L'armée d'Arslan atteignit bientôt la forteresse qu'il visait. C'était autrefois un bastion abandonné, mais le royaume saint l'avait capturé et réutilisé. La forteresse était commandée par Barca, qui avait abrité Itoy tout ce temps. Itoy était contrarié de devoir coopérer avec les soldats de Par et Hermès cette fois-ci, mais Barca expliqua que Guis avait besoin d'eux pour empêcher l'ennemi d'avancer davantage et Itoy devait voir cela comme un défi qu'il devait surmonter. Le lendemain, les deux armées étaient prêtes pour la bataille à venir. Ce matin-là, Hermès s'est levé pour remonter le moral de l'armée du Saint-Royaume, souriant secrètement en réalisant à quel point ses dévots pouvaient être facilement manipulés. Du côté d'Arslan, il avait choisi ceux qui iraient au champ de bataille et assiégeraient la ville. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, beaucoup de soldats ont commencé à perdre courage car Sam était du côté opposé. Sam avait toujours été célèbre pour ses compétences défensives exceptionnelles, mais Arslan était déterminé à se battre jusqu'à la fin. À ce moment-là, Itoy est arrivée pour demander à Barca si elle pouvait rejoindre les lignes de front. Elle ne voulait plus rester à l'arrière et voulait aider dans la lutte contre les païens. Alfrid voulait aussi se battre sur les lignes de front. Feren se souvenait qu'Alfrid appartenait à la tribu Zot, un groupe nomade qui ne reconnaissait pas la famille royale de Pars, mais qui aidait maintenant Arslan. Alfrid, cependant, avait simplement l'impression qu'Arslan allait faire quelque chose d'intéressant. Feren pensait aussi qu'Arslan était encore trop jeune pour de telles responsabilités, mais Arslan a prouvé qu'il pouvait les gérer. Pendant ce temps, les troupes de siège du côté d'Arslan montraient des signes d'épuisement, alors l'unité de cavalerie de Xander est entrée en bataille. Mais la cavalerie de Darun était également prête à se déployer. Zara et Jaswant ont mis de côté leur rancune et se sont battus ensemble. Arslan, quant à lui, espérait que les forces de Kishward allaient également bien. Kishward menait une attaque sur les tunnels souterrains lorsque Sam les a arrêtés. Kishward a rapidement chargé dans la bataille et a confronté Sam pour avoir aidé Herm, un homme qui poursuivait aveuglément le trône et trahissait son propre peuple. Sam, cependant, croyait que même si Herms était peut-être aveuglé maintenant, il deviendrait éventuellement un grand roi. Kishward, en revanche, n'accepterait jamais un roi comme ça. À ce moment-là, Herms a reçu le rapport sur les lignes de bataille, notamment que Xander agissait seul. Kubard est également arrivé sur le champ de bataille et s'est engagée dans un combat avec les forces du Saint-Royaume. Pour Itoy, même si elle se battait, il semblait que c'était la première fois qu'elle versait du sang. Itoy a été renversé de son cheval et a découvert Ilham à proximité, alors elle a décidé de le suivre. Pendant ce temps, Xander a chargé directement au cœur de la formation d'Arslan, visant le camp à l'arrière, mais quand il a attaqué, il s'est avéré que c'était un camp leur créé par Narsès. Cela faisait partie de la stratégie pour attirer l'ennemi dans un piège, une tactique que Narsès avait enseignée à Arslan. Les troupes de Xander ont été prises en embuscade et anéanties. Xander a réussi à s'échapper seulement pour rencontrer Darun. Darun a reconnu que Xander était effectivement très dur, mais il voulait toujours se venger de son père. Il croyait qu'une fois qu'Hermès serait monté sur le trône, Karlin serait exonéré, car Karlin avait connu le vrai roi et avait aidé Hermès à récupérer le trône. Quant à Kishward, il ne voulait pas combattre Sam, mais Sam insistait sur le fait qu'ils avaient tous les deux leur propre chemin à suivre. Une forêt ne peut pas avoir deux tigres, et un pays ne peut pas avoir deux rois. Sam a ensuite été désarmé, mais ses soldats l'ont protégé. L'ennemi s'est rapproché, piégeant Kishward. Darun, se sentant plein de regrets, pensa que si lui et Xander avaient servi le même maître, ils auraient pu être alliés. Darien a ensuite chargé avec Xander, donnant le coup de grâce. Grâce à sa lance plus légère, Dariun a frappé le premier, renversant Xander. Cependant, un sorcier est apparu et a fait disparaître le corps de Xander. Pendant ce temps,
Arslan a découvert que son camp avait été trouvé et que celui qui l'avait localisé était Etoy. Etoy ne s'attendait pas à rencontrer Arslan là-bas, mais elle croyait qu'elle était venue pour prendre sa vie. Arslan a ensuite révélé qu'il était celui qu'elle cherchait. Etoy a chargé sur Arslan, mais Elam est intervenu pour le protéger. Elam a été blessé et Etoy a décidé de battre en retraite quand elle a vu qu'ils allaient être encerclés. Etoy et ses soldats se sont retirés, et Narcès a demandé à Alfrid de suivre Etoy et de trouver le passage secret dans la forteresse. Elam n'était pas gravement blessée, mais Etoy a été choquée de réaliser combien de temps elle avait été trompée. Alfrid a continué à la poursuivre. Cette nuit-là, Darion est revenu et Arslan a raconté la personne qu'il avait épargnée à l'époque. Darion se souvenait d'Etoy et maintenant il était déterminé à rejoindre la bataille pour remonter le moral des troupes. Arslan savait qu'il ne pourrait jamais être comme son père, le roi, mais il voulait quand même faire tout ce qu'il pouvait. Narcès a ensuite reçu un rapport des gens d'Alfrid disant qu'elle ouvrirait la porte pour eux à l'aube. Arslan a ensuite prononcé un discours pour remonter le moral de ses troupes, ce qui les a inspirés à charger vers la forteresse. À l'aube, les troupes d'Alfrid ont pris d'assaut la porte et ont commencé leur attaque sur le château pour ouvrir les portes aux troupes à l'extérieur. Elle et ses soldats ont aidé plusieurs personnes à ouvrir la porte. De l'extérieur, le trio Tous, Esfin et Zara ont également assisté le groupe d'Alfrid et une fois les portes ouvertes, ils se sont précipités pour semer le chaos. Cela a permis aux forces d'Arslan d'avancer rapidement et d'entrer dans le château. À l'instant où Darien a mené la cavalerie à travers les murs du château, cela a marqué le début du véritable chaos pour l'armée du Saint-Royaume. Les forces d'Arslan ont pénétré plus profondément dans la ville, mais ont rapidement été entourées des deux côtés. Cubard s'est soudain précipité pour soutenir Arslan par derrière. Il a choisi de rejoindre le camp d'Arslan et l'a exhorté à ne pas le décevoir. L'armée a continué à avancer, mais a été forcée de descendre de cheval en raison de l'échafaudage bloquant leur chemin. Hermes, cependant, ne se souciait pas de combien de soldats du Saint-Royaume étaient perdus. Tant qu'ils pouvaient vaincre Arslan, ils revendiquaient la victoire. Ils ont bientôt affronté Sam et Narcès est resté pour combattre, permettant à Darien d'escorter Arslan dans le château. Ils ont ensuite été bloqués par un groupe d'archers, mais Farhan est intervenu, affirmant que les flèches des méchants ne la toucheraient jamais car elle était bénie par les dieux. Arslan et Darien ont continué leur avance et ont finalement confronté Hermès. Hermès a déclaré que peu importe jusqu'où Arslan irait, il mourrait par sa main. Mais Arslan lui a offert une chance de le rejoindre dans son voyage pour devenir un vrai roi. Il ne pouvait pas abdiquer à cause de sa responsabilité envers ceux qui le soutenaient. Lui, à ce moment-là, Sam a décidé de se retirer pour aider Hermès et Darion s'est avancé pour l'affronter. Les deux ont quitté le champ de bataille pour leur duel. Entre-temps, Barça a reconnu qu'Arslan pourrait en effet être un bon roi, mais il regrettait que si le Saint-Royaume pouvait faire une exception pour un païen comme Arslan, on n'en serait pas arrivé là. Darien et Hermès se battaient férocement à l'extérieur et après plusieurs échanges d'épées, ils se retrouvèrent dans une impasse finale, tous deux prêts à frapper. Ils étaient tous deux blessés, mais un sorcier est apparu et a emmené Hermès, lui permettant de s'échapper. Les forces d'Arslan ont complètement capturé la forteresse, mais Kishward ne voulait pas que ses soldats se comportent sauvagement ou pile quoi que ce soit. Cependant, les religieuses de la tour de la forteresse se sont soudainement jetées du haut de la tour. Arslan a dit à Barça de les arrêter, mais il avait des intentions similaires, sortant un couteau pour mettre fin à sa propre vie pour avoir échoué dans ses devoirs. Arslan a essayé de l'arrêter mais n'a pas pu et Barca a mis fin à sa vie en sautant de la tour. À ce moment-là, Etoy est arrivé, croyant qu'Arslan avait tué Barca et l'a chargé. Arslan a alors reconnu quelle était la fille de cette nuit-là. Il a essayé de s'expliquer, mais Etoy ne voulait pas écouter. Elle l'a accusé de l'avoir trompé et d'avoir éloigné la personne qu'elle respectait le plus. Cependant, Farhan est revenu avec ses soldats et a soumis Etoy. La bataille s'est terminée et Barça, avec les fidèles dévoués du Saint-Royaume, a choisi de se suicider pour rester fidèle à leur foi. Les blessés ont été pris en charge par les forces d'Arslan et ceux qui se sont rendus et ne souhaitaient plus se battre ont été épargnés. Plus tard, Arslan a trouvé Darien et a appris qu'Hermès s'était échappé. Ensuite, Narcès a emprisonné les prisonniers et leur a donné quelques lits. Il a également demandé aux soldats s'ils savaient où était le groupe d'Alfrid et elle est tombée de manière inattendue du stockage alimentaire. Elle était surprise d'être en vie et ne savait pas pourquoi Narcès était là. Il a expliqué qu'il occupait le dépôt alimentaire. Jaswant a ensuite soigné les blessures de Darien et Kishward s'est demandé pourquoi Hermes n'avait pas achevé Darien. Darion a supposé qu'Hermès jouait peut-être avec lui et avait probablement un agenda caché.
Pendant ce temps, Farhan buvait avec Cubard et Arslan a rendu visite à Étoy qui s'était calmé après avoir appris la vérité sur la mort de Barca. Arslan et Étoy ont tous deux admis que Barça était un homme vraiment gentil qui n'avait pas sa place sur le champ de bataille. Arslan a apporté de la nourriture à Étoy et l'a persuadé de manger, voulant écouter son histoire. Elle lui a dit qu'elle avait abandonné son ancien nom parce qu'elle avait été adoptée par une famille de chevaliers. Comme cette famille n'avait pas d'héritier, elle a changé de nom et est devenue chevalière. Arslan lui a alors demandé s'il y avait un moyen d'arrêter la guerre. Il a admis avoir lu chaque mot de la Bible qu'elle lui a donné, reconnaissant que c'était bon pour enseigner aux gens, mais que les dirigeants l'utilisaient pour manipuler des personnes dévouées comme elle à tuer les autres. Les idéaux opposés ont poussé Étoy à ne plus vouloir discuter et a dit à Arslan de cependant, Arslan lui a demandé de venir et de prier pour les soldats tombés le lendemain et de laisser la porte ouverte. Si elle voulait s'échapper, elle était libre de le faire, mais le lendemain, Étoy est quand même venu prier avec Arslan. Pendant ce temps, Hermès est retourné rencontrer Gis. Il a révélé sa véritable identité et proposé une alliance avec Gis. Sachant que Gis n'aimait pas Par, Guy a mis ses cartes sur la table et a demandé à Hermès de l'aider à renverser son frère afin qu'il puisse devenir le roi du Saint-Royaume. En retour, il a promis de remettre le trône de Pars à Hermès. Pendant ce temps, l'armée d'Arslan continuait sa marche, incendiant la forteresse pour empêcher les bandits de l'utiliser comme base. Les prisonniers du Saint-Royaume ont eu du temps avant d'être libérés pour éviter une pénurie de nourriture. Étoy a suivi pour s'occuper des blessés et Elam a dû aider car Étoy semblait être de peu d'utilité, sauf au combat. Un soir, alors qu'il campait, Étoy est allé chercher de l'eau pour s'occuper d'une femme enceinte. Elle a eu une brève conversation avec Farhan et a appris pourquoi tout le monde suivait Arslan. Bien qu'elle ait tout entendu, Étoy a fait semblant de ne pas comprendre. Ce soir-là, Arslan est allé trouver Étoy pour rendre la Bible. Étoy pensait qu'Arslan était imprudent et qu'il ne respectait pas sa vie en venant dans un endroit comme celui-ci. Ils se sont déplacés dans un coin pour parler et Étoy a refusé de reprendre la Bible. Peu de temps après, la femme enceinte a donné naissance à un enfant. Peu importe le dieu qu'ils adoraient, tout le monde espérait que l'enfant aurait un avenir brillant. Quant à Arslan, il ne s'attendait pas à ce que son parcours difficile ait atteint un tel point, mais il savait qu'il était encore trop tôt pour être confiant. Pendant ce temps, Jeev cherchait des preuves de la légitimité d'Arslan à monter sur le trône. Ainsi, l'histoire du garçon qui serait connu comme le libérateur et deviendrait prince à seulement 15 ans devait être mise en pause ici. Adieu.